Salut les zèbres! Ce soir, enfilez vos marinières, on raye un gros épisode de notre trolliste. Vous barrez pas, toute l'équipe est réunie, on va parler de rayures. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022, c'est l'épisode 464, bienvenue sur Podcast Science. Et donc ce soir, c'est un épisode comme nous en faisons de plus en plus cette saison, et depuis la dernière saison, c'est un épisode un peu melting pot où tout le monde vient avec sa rayure, son sujet autour d'un sujet commun qui est donc ce soir la rayure, comme je viens de le spoiler. Et donc ce soir, nous avons donc une table virtuelle avec moi-même, Johan depuis Paris, Pierre aussi depuis Paris. Bonsoir tout le monde. Et Léa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Et Alexa depuis Los Angeles. Yeah, salut. Et donc, nous allons donc commencer par la chronique d'Eléa qui va nous parler des rayures dans les plantes. Et oui, parce que dans les plantes, on trouve aussi des rayures, et les rayures, ce n'est pas tendance que sur les zèbres, les faux tapis ou les vêtements qui sont dérivés de leur petite marbrure caractéristique. Dans la nature, on trouve de très nombreuses plantes qui peuvent être moirées, nervurées, gaufrées, ce qui donne cette subtile impression de rayures. Mais les mécanismes derrière ces aspects de la coloration des plantes sont assez nombreux, et ces différences de couleurs dans le jargon sont couramment appelées la variégation. Ils émergent principalement de deux facteurs, soit la structure de la feuille en elle-même, soit la variation de pigments dans les cellules de feuilles. On avait déjà parlé de l'origine de la couleur bleue, par exemple, dans un autre épisode, dans l'épisode bleu. Quand on change la quantité de pigments ou le type de pigment, on va changer la couleur de la feuille, et donc une variation de pigments, ça peut donner des rayures. Alors, pour mieux comprendre un peu toutes les possibilités, on va réviser mentalement un petit schéma de comment s'est organisée une feuille. Donc, vous prenez dans votre tête, mentalement, une feuille. C'est bon, vous visualisez? Paf! Je me suis pris une feuille, c'est bon. Tu t'es pris une feuille, donc une feuille verte, hein, tu la coupes en deux, perpendiculairement, comme ça, dans son perpendiculaire, tu fais une coupe transversale de limbe de feuille. Et du coup, si tu le coupes comme ça dans sa section transversale, tu te rends compte qu'il y a une face supérieure en haut et une face inférieure en bas. C'est bon? Oui. Vous l'avez dans la tête. Donc sur la face inférieure, en général, on trouve des petits trous qu'on appelle les stomates. En gros, c'est un binôme de deux cellules les unes contre les autres qui vont se gonfler et se dégonfler en fonction de la pression en eau à l'intérieur et qui vont permettre les échanges gazeux entre le monde extérieur et l'intérieur de la plante. Donc là, l'air va rentrer dans la plante et va arriver dans une zone dans laquelle les cellules sont relativement espacées. On appelle ça le parenchyme. Donc, comme il y a des trous pour permettre les échanges gazeux, on appelle ça le parenchyme lacuneux, parce qu'il y a des lacunes, donc des trous. Et ensuite, si on remonte encore plus haut, on a des rangées de cellules moins espacées, plus serrées, qui là vont contenir des chloroplastes, donc c'est les compartiments dans la cellule qui vont permettre de faire la photosynthèse et qui contiennent du coup le pigment qui fait la photosynthèse, la chlorophylle. Là, on parle de parenchyme chlorophyllien. Et enfin, quand on remonte tout en haut, sur la couche d'épiderme, à la surface, se trouve ce qu'on appelle la cuticule. C'est une espèce de membrane cireuse étanche qui va permettre de limiter l'évaporation d'eau. Donc ça va, vous avez globalement la structure de la feuille dans la tête, là? Ouais, donc ça veut dire, on a une couche avec des petits trous, une couche avec des pigments, une couche avec la partie supérieure, ouais, étanche, voilà. Et la couche cireuse là qui fait le... C'est ça? Voilà, tout à fait. D'ailleurs, pour faire un peu d'étymologie, jusqu'à aujourd'hui, je m'étais pas posé la question de d'où ça venait parenchyme, étymologiquement. Alors, je sais pas si tu sais. Je sais que y a mésenchyme qu'on a, nous, quand on parle justement de structure tissulaire au cours, chez les embryons, etc. Et chyme,
c'est pas le bol alimentaire, c'est pas une sorte de, je sais pas quoi, enfin, un truc sans forme, quoi. Bah, je ne sais pas. En tout cas, là, ça viendrait de parenkeo, alors qui voudrait dire épancher et que c'est dérivé de para à côté et ekeo qui veut dire répandre. Donc répandre à côté, probablement parce que c'est une structure un peu spongieuse comme ça et que du coup, les liquides ou les fluides peuvent se répandre à l'intérieur, j'imagine. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que le mot mésenchyme a été qui est au départ par exemple le tissu de la mâchoire, effectivement, quand t'as les crêtes neurales et les deux tissus ectodermiques qui se mettent ensemble, et un petit peu lâche justement. Et je crois que ça vient, il faudrait vérifier. J'ai entendu cette anecdote que ça viendrait de parenchyme justement, que les gens ont dit ouais, Topo. J'ai sous les yeux l'étymologie. En fait, donc je ne m'étais pas trompé. Ouais. Le chyme, c'est le liquide qui se trouve dans l'estomac. Oui, c'est le bol alimentaire, ouais. Et ça vient du grec chumos, qui veut dire suc, humeur. Ok. Voilà. Ok. Suc de l'estomac. Et il me semble Bon. que, en fait, parenchyme, mésenchyme chez les animaux a été appelé comme ça parce que c'était un tissu, à l'époque où les mecs regardaient des coupes, ça a été un tissu qui ressemblait au parenchyme végétal. Et il me semble que c'est pour ça qu'on a appelé ce tissu mésenchyme. Et que du coup, bien sûr, après, on a identifié d'où ça venait, etc. Mais il me semble qu'à la base, parenchyme, mésenchyme, ça s'appelle un peu pareil parce que ça se ressemble. Non, mais je vois en effet là, ce dont on parle, dont parle, pardon, Eléa. Et ça se trouve, en fait, ça dit chim, mais c'est pas exactement la même origine grecque. Il y a des homonymes aussi en grec. Ce que je trouve aussi, c'est répandre auprès d'eux. Donc, pourquoi pas. Bon, voilà. Donc, je m'étais jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai vu ce mot en cours pendant des années et des années. Mais je suis désolée d'inaugurer l'épisode avec des débats étymologiques. Voilà. Bon, bref, maintenant que vous savez tout ça, on se rend compte que pour une feuille classique, bah, la couleur est uniformément verte, hein, puisque toute la surface est consacrée à l'absorption lumineuse. C'est d'ailleurs la fonction des feuilles chez les plantes, c'est d'absorber la lumière pour faire du sucre et se nourrir. Et chez certaines plantes, du coup, vont apparaître ces fameux motifs, ces rayures qu'on appelle aussi des panachures. Alors, il peut y avoir des panachures de plusieurs couleurs. Les panachures brunes, par exemple, sont souvent liées à des accumulations de pigments, comme les anthocyanes, dans les couches les plus inférieures de la feuille. On peut aussi avoir des motifs assez marbrés grâce à ces pigments. Donc la feuille n'est pas uniformément brune, mais elle peut être brune à certains endroits. Et ces motifs-là apparaissent chez certaines plantes. Les scientifiques pensent que ça permettrait à la fois d'exploiter plusieurs intensités lumineuses dans plusieurs zones de feuilles, par exemple. Donc si vous avez à un endroit une zone plus sombre, bah, vous n'allez pas pouvoir exploiter la même type d'intensité lumineuse que dans une zone plus claire verte. Ou alors ça pourrait agir comme une sorte de camouflage chez les herbivores. D'ailleurs, on retrouve ces motifs souvent sur des feuilles qui sont proches du sol. Et donc ça pourrait avoir un effet visuel sur les herbivores et confondre un peu ces feuilles qui sont par terre avec, je ne sais pas, du gravier ou des bouts de bois, etc. C'est une hypothèse. D'autres plantes ont des panachures un peu plus vives, des fois rouges, parfois aux extrémités des feuilles. Alors on peut citer en exemple une plante tropicale qui s'appelle Columnea ericae, qui est épiphyte, donc elle vit à la surface d'autres plantes et elle a des fleurs qui sont relativement petites et peu visibles. Et le fait d'avoir ces rayures rouges au bout des feuilles permettrait d'attirer les colibris et de faire un signal visuel pour remplacer l'absence de couleur chez les fleurs. Il y a un autre exemple de ça chez les broméliacées, donc c'est une famille de plantes qui sont assez rigolotes, ça fait des espèces de feuilles d'ananas comme ça, des rosettes assez rigides, et ça pousse aussi au sommet d'autres arbres dans la forêt. Elles font souvent des coupelles d'eau comme ça, et on en trouve des fois dans les magasins de plantes. Les feuilles les plus proches du centre, parfois, vont développer des rayures, ce qui peut également s'interpréter comme un signal d'attraction pour les insectes ou pour les oiseaux. Et là encore, c'est une accumulation de pigments rouges qui est responsable de ces motifs. Parfois, les lignes et les macules, donc les taches, sont plutôt jaune pâle, et ça traduit en général la perte de la chlorophylle.
Donc ce pigment vert, comme tous les autres composants d'une cellule de plante, doit être produit par le métabolisme, c'est-à-dire par une série de réactions chimiques qui sont plus ou moins compliquées, et donc chacune des étapes peut être facilitée par une protéine qui gère la réaction et qu'on appelle une enzyme. Si l'une de ces enzymes vient à pas fonctionner ou à manquer pour une raison ou pour une autre, par exemple, vous pouvez faire une mutation dans le gène qui lui permet d'être produite, ou alors une mutation dans la région qui code pour la partie de l'enzyme qui lui permet d'être active et de jouer son rôle, eh bien alors vous allez perturber la fabrication de la chlorophylle et perdre la chlorophylle. Ça va, c'est clair comme explication? Ouais, mais du coup, ça m'évoque. Il y a des plantes, ou en tout cas, c'est des plantes d'appartement. Je ne sais pas si elles correspondent à des véritables plantes qui sont dans la nature, dans lesquelles il y a ces motifs de vert pâle, et on a l'impression que bah ça se fait comme ça, quoi. C'est pas parce qu'elles sont malades. Enfin, moi, toutes les plantes qui sont chez moi, elles finissent vert pâle. Mais donc, est-ce que ça peut être un phénomène qui est nécessaire pour la survie de la plante, d'avoir ces motifs vert pâle contrastés avec des motifs vert foncé pleins de chlorophylle, ou pas? Bah non, pas du tout. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on se dit que c'est un peu contre-intuitif. Si la photosynthèse c'est très important pour une plante et qu'on doit consacrer le maximum de surface possible à absorber de la lumière, le fait d'enlever du vert et d'enlever de la chlorophylle, c'est potentiellement délétère. Ouais. C'est un peu contre-intuitif. Et donc, tout l'enjeu, du coup, de l'étude de ces patterns et de savoir à quoi ça sert, ça va être de quantifier à quel point ça les impacte dans leur croissance et aussi de voir si les hypothèses selon lesquelles ça va aider à la pollinisation ou si ça va aider à pas se faire manger, c'est des hypothèses valides qui, en fait, favorisent leur survie plutôt que de les pénaliser. Voilà. Donc il y a tout un champ de recherche qui essaye de comprendre est-ce que ces motifs ont vraiment un intérêt, une utilité, ou est-ce que c'est juste aléatoire. Et donc cette perte de chlorophylle, elle peut survenir complètement aléatoirement. Alors, ça peut être une mutation à un moment complètement random. Ça peut aussi être lié à une infection par un virus, par exemple, ce qui va créer une mutation ou créer un problème qui fait que certaines cellules seront incapables de produire de la chlorophylle. Ça, c'est possible. Et quand on comprend ces mécanismes-là, donc les raisons pour lesquelles on arrête de produire de la chlorophylle, on peut aussi impacter sur ces mécanismes-là pour intentionnellement créer des plantes qui ont des zones plus claires ou des zones de couleur, et ça, c'est plus intéressant pour l'horticulture, par exemple. Donc quand vous avez des lignes plutôt blanches, jaune pâle, c'est en général une disparition de la chlorophylle, et ce que vous voyez en jaune, c'est les pigments qui restent, donc par exemple les caroténoïdes qui sont des pigments plus jaune-orangé, etc. Et donc ça, si c'est pour l'horticulture, c'est nous qui avons choisi des trucs qui sont pas tip-top, de la même manière qu'on a choisi on a sélectionné pour des chihuahuas, et dans la nature, ça se ferait bouffer en 5 secondes, ça. Oui, par exemple. Alors, il y en a où ça survient naturellement, hein, et puis il y en a où on l'a sélectionné artificiellement. Du coup, plus tard, je vous donnerai un exemple de comment est-ce qu'on peut obtenir des plantes à rayures tout à la Ok, fin. ça marche. Voilà. Il y a d'autres situations donc où les panachures sont pas forcément colorées ou pas forcément liées au pigment. C'est quand c'est vraiment très blanc ou argenté. Là, ça se complique. En fait, dans certaines espèces, la structure de la feuille est légèrement modifiée et on peut avoir de l'air emmagasiné dans certaines cellules ou dans certains endroits, par exemple juste sous la couche d'épiderme. Et ça va changer la façon dont la lumière est déviée, en fait, dans le sous-bois. Et du coup, ça va donner une impression de brillance dans une zone de la feuille. Je peux vous donner l'exemple dont on avait déjà parlé aussi dans l'épisode bleu. Par exemple, chez certaines espèces de bégonia, la variation de la couleur de la feuille est liée à un espace gazeux sous la couche de cellules qui contient la chlorophylle. Ou alors, c'est lié carrément à des places, donc des compartiments dans la cellule, qui leur permettent d'exploiter la lumière de façon plus optimale et dont l'agencement à l'intérieur fonctionne comme une espèce de petite lentille qui va réfracter la lumière. Et ça fait un peu le même effet que sur les papillons morphos, là, les bleus lumineux, ça va faire une espèce d'iridescence. Certaines plantes ont des patchs de ça, en rayures ou pas, ou en taches, et on a l'impression qu'elles sont blanc brillant ou argentées.
Donc, la plupart de ces motifs, on les retrouve souvent sur des petites plantes herbacées. C'est souvent plus rare chez les arbres, les lianes ou les très grands arbustes. Et ça survient, par contre, dans tous les environnements, aussi bien dans les sous-bois tropicaux que dans des plantes désertiques. Même sous nos latitudes, on a quelques exemples. Des fois, il y a des lierres qui ont des petites taches blanches comme ça, ou des rebords de feuilles blancs, ça se trouve dans la nature. Il y a aussi l'exemple de la pulmonaire, c'est une plante de forêt sur laquelle il y a des petits points blancs. C'est pas des rayures, mais c'est des points. Donc ça survient, mais comme je disais avant, c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'on va perdre de la chlorophylle, et les plantes albinos qui n'ont plus de chlorophylle du tout, par exemple, elles pourraient pas survivre toutes seules puisqu'elles ne sont plus capables de faire de la photosynthèse. Donc, parmi les hypothèses et les expériences qu'on peut faire pour montrer si ça a un avantage ou pas, ces rayures, j'ai trouvé un exemple là dans un article de 2008. Il y a un groupe de chercheurs qui a étudié une espèce qui s'appelle Hydrophyllum virginianum, donc la feuille d'eau de Virginie, si je devais traduire en français. Elle n'a pas vraiment de nom commun chez nous puisque c'est pas une plante qui pousse chez nous, donc on n'a pas pris la peine de vraiment la nommer. Et certaines populations sont uniformément vertes, et d'autres, entre 6 à 30%, ils ont estimé, ont des taches blanches. Et les résultats, c'est que les plantes variégées, donc qui ont des taches, elles subissent globalement moins d'attaques d'herbivores. Donc on peut effectivement envisager que les jeunes feuilles en sous-bois, c'est souvent sur les plus jeunes feuilles, qui sont normalement les plus fragiles, mais aussi celles les plus appétissantes, par exemple, quand elles arrivent après la mauvaise saison et que tout le monde a la dalle dans une forêt, et ben les taches là leur permettraient d'être plus protégées que les autres feuilles. Voilà. Et on a une idée du comportement qui est sollicité. Ce serait, par exemple, des herbivores qui seraient là. Ah non, cette feuille, elle est, je sais pas, empoisonnée par des champignons ou des trucs comme ça. Alors je ne sais pas ce que se disent concrètement les insectes. Est-ce qu'ils Non, disent, non, mais oh tu là vois ce là, que je veux dire. cette feuille n'est pas comestible. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a deux phénomènes qui reviennent souvent dans les hypothèses. C'est soit ça fait vraiment une disruption visuelle, c'est-à-dire que les capacités en vision des animaux sont vraiment perturbées et du coup ils voient moins ces feuilles-là que des feuilles qui sont complètement vertes. Ça, c'est une hypothèse. Et c'est vrai qu'il y a certains phénomènes, par exemple, je crois que c'est sur j'ai oublié le nom, mais les fleurs de la passion, là, certaines feuilles ont des points jaunes qui miment des œufs de papillons. Et du coup, Ah, les les passiflores. papillons, voilà, les passiflores. Les passiflores, elles ont ces petites taches, et donc sur les feuilles qui ont déjà cette petite tache, les papillons vont moins pondre que sur des feuilles qui n'ont pas ces petites taches, parce que, entre guillemets, c'est déjà occupé par autre chose, alors que c'est pas des vrais œufs. Donc il y a peut-être ce phénomène de distinction un peu. Cette plante a déjà été visitée, entre guillemets, du coup je vais aller en visiter une autre. Il y a Alexa qui a fait remonter une question de la chatroom qui disait: il y a aussi des fleurs qui font des rayures pour ressembler à une abeille femelle et attirer les mâles. C'est le même phénomène, j'ai l'impression que c'est une référence aux orchidées, aux frisses. Je sais pas si elles sont rayées, mais peut-être que c'est le cas. Je crois que si. Ouais, alors ça, c'est des motifs qui sont souvent chez les orchidées. Donc sur les fleurs, on sait que ça a vraiment une fonction liée à la pollinisation. Là, on parlait plutôt de feuilles, donc ça n'aurait pas trop de choses à part ce que je vous ai dit pour attirer des pollinisateurs et aider un peu la fleur à se voir quand elle est discrète. Mais c'est vrai qu'il y a des fleurs qui en elles-mêmes ont des rayures ou des bandes colorées, et du coup ça crée un contraste pour les pollinisateurs, on les voit de loin, et pour les ophrys, donc les orchidées dont tu parlais, Pierre, ça imite carrément la texture un peu d'une abeille femelle, et donc ça va attirer les mâles en faisant semblant que c'est leur femelle à eux. Ils vont même parfois émettre des phéromones qui sont similaires à celles qu'émettent la femelle, et donc le mâle va s'approcher, va essayer de copuler avec la fausse femelle, et en copulant va emporter le pollen de la plante. C'est une technique de pollinisation qui s'appelle la pseudo-copulation d'ailleurs. Donc il copule avec la mauvaise femelle insecte, c'est pas une vraie, et la plante, elle, se reproduit grâce à ça. Bien joué. Cléora a mis aussi une photo sur la chatroom d'une feuille dans laquelle c'est vraiment la partie, la nervure principale médiane de la feuille
qui est avec une traînée blanche en plein milieu, et moi ça m'a tout de suite évoqué une fiente de pigeon, tu vois, qui est tombée dessus sur la feuille. Est-ce que ça c'est pas aussi un des effets, genre les herbivores ils vont pas manger des feuilles sur lesquelles il y a une fiente qui a été déposée? Si, tout à fait. Mais donc, ces hypothèses-là, elles sont faciles à formuler, hein. On peut se dire, Ah, voilà, c'est fastoche. c'est ça qui se passe. Par contre, c'est pas facile à vérifier. C'est-à-dire qu'après, Ouais. pour vérifier si c'est vraiment de la pollinisation ou si c'est vraiment un avantage par rapport aux herbivores, il faut vraiment aller mesurer, compter et regarder combien de plantes se font bouffer, si elles ont ou pas des, des changements de couleur et des rayures. Donc, on le sait pas forcément pour toutes les plantes et on fait des espèces de généralités alors que ça pourrait être totalement fortuit pour certaines espèces et totalement neutre comme modification. Et pour d'autres, ça pourrait avoir vraiment un impact. Voilà. Donc l'autre raison de cette surabondance de plantes à rayures, surtout dans nos environnements à nous ou dans nos intérieurs, c'est surtout que on trouve ça original et joli. Et donc il y a des véritables compétitions de croisement pour qui aura la variété la plus rayée, la plus haute en couleur dans les coulisses du monde des horticulteurs. Il y a certaines plantes qui ont beaucoup de succès, donc je pense que vous connaissez la plante à prière, par exemple, celle qu'on appelle prayer plant, dont les feuilles se lèvent la nuit, qui sont assez jolies. Donc c'est Pas les la moindre fameuses idée. C'est quoi? Calathea. C'est les Galatea? Calathea, ouais. D'accord. Et il y a des plantes qui sont rayées de base, auxquelles on a même donné le nom de zèbre, donc des espèces qui s'appellent quelque chose zebrina, parce qu'elles sont rayées. Donc là, on peut citer par exemple l'Alocasia zebrina, qui a des tiges rayées et zébrées, donc vert sur vert. Le Calathea zebrina, qui a des feuilles très rayées, blanc pâle, vert foncé. Il y a la Tradescantia zebrina, c'est une lizère qui est violette, dont les feuilles sont violettes et qui a 2 bandes blanches très nettes, un peu argentées d'ailleurs, c'est très joli. Et il y a aussi une espèce de plante qui cette fois-ci fait des fleurs zébrées, Wernia zebrina. C'est aussi très très joli. On pourra vous mettre des photos dans les notes d'émission pour si ça vous intéresse. Et un autre mécanisme dont j'ai oublié de parler, c'est les avortia. Donc je sais pas si vous voyez, c'est des plantes un peu succulentes comme ça, qui ont des excroissances blanches à la surface, qu'on appelle des tubercules ou des excroissances. Et là, ça fait vraiment une espèce de rigidification blanche en forme de zébrure comme ça sur la plante. Et ça, c'est plutôt une adaptation de plantes qui vivent dans des environnements arides, parce que c'est une zone qui permet les échanges de gaz, mais tout en évitant l'évaporation de l'eau. Donc ça, c'est plus des structures qui sont rigides et qui vont faire du blanc autrement encore qu'avec les pigments ou qu'avec des modifications de structure de la feuille. Et pour finir et aller un peu plus loin, donc je vous parlais un peu de ces rayures qu'on peut créer artificiellement. Il y a une petite anecdote là-dessus qui est rigolote en biologie végétale. C'est des gens qui travaillaient sur le pétunia et qui voulaient obtenir un pétunia très 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 sombre, en surexprimant un peu les gènes qui permettaient de produire des pigments qu'on appelle les flavonoïdes, qui donnent des couleurs foncées ou bleues. Et donc il y a une équipe qui voulait produire plus de chalcone synthase, donc une des enzymes qui est au tout début de la voie qui permet de faire ces pigments. Et en surexprimant du coup ce gène dans le pétunia, ils se sont rendus compte que certaines fleurs avaient des patchs blancs entiers, complets, comme si la fleur produisait plus du tout de pigments plutôt que d'en faire plus. Donc ça les a un peu intrigués quand même parce que c'était pas l'effet recherché. Et en fait, ils sont allés plus loin, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et ils se sont rendus compte, du coup, que dans la plante, il y avait un mécanisme qui faisait que quand on avait beaucoup d'un gène produit, là, je vais peut-être devoir faire un petit rappel sur comment est-ce qu'on exprime une protéine. En gros, vous avez une information qui est codée dans le noyau de la cellule sous la forme d'ADN. Cette information, elle va être recopiée en une molécule qui s'appelle l'ARN, qui est d'ordinaire simple brin. Donc c'est un seul brin qui se balade comme ça, qui sort du noyau. Et ensuite, ce brin va être traduit en protéine à la fin.
Et donc, quand on surexprime et qu'il y a beaucoup d'ARN produit, il y a un phénomène qui s'appelle, maintenant on lui a donné un nom, qui s'appelle l'ARN interférence, c'est-à-dire que cette quantité surnuméraire d'ARN va être découpée en petits morceaux. Les protéines à l'intérieur de la cellule vont être capables d'attraper ces petits morceaux et de regarder s'il y a autre chose de proche qui ressemble à ce bout d'information. Et en fait, quand il chope la même chose, il va le découper en tout petits morceaux. Donc en fait, au lieu de produire plus d'enzymes, eh ben, on va juste couper en tout petits morceaux toutes les choses qui ressemblent et finalement éteindre le gène. Donc c'est vraiment le mécanisme inverse. Et ça, pourquoi ça existe? C'est parce que dans la nature, qu'est-ce qu'il y a de l'ARN double brin, donc des parties double brin? C'est les virus en général. Et donc c'est un mécanisme qui permet de couper les virus double brin directement et de les empêcher de s'exprimer dans les cellules. Et ça, c'est une découverte qui a été faite fortuitement avec des rayures de pétunia, donc je pense que ça valait le coup quand même d'en parler un peu. Je vais pas aller trop loin dans ce principe-là parce que en fait je voudrais faire un dossier là-dessus. C'est vraiment une super histoire. Et puis il y a même des histoires de compétition de prix Nobel et tout ça. C'est des gens qui faisaient de la biologie végétale qui ont découvert le mécanisme. Et puis finalement ceux qui ont eu le prix Nobel dessus, c'était plutôt des gens qui travaillaient sur le verre. Donc c'est encore une anecdote qui pour dire que les biologistes qui travaillent sur les plantes, ils font des trucs cool avant les animalistes et que c'est pas eux qui en Et tirent par vers, forcément le mérite. et Et par c'est vers, tu veux relativement dire récent en plus comme découverte. Moi, je me rappelle que au début, quand j'étais en licence, donc ça fait 15 ans désormais, eh bien, on nous enseignait justement l'ARN interférence, comme quoi c'était quelque chose de nouveau et que ça avait été découvert chez les plantes et qu'on savait pas encore si vraiment c'était ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un mécanisme qui est hyper répandu dans le vivant. Donc voilà, ça montre à quel point la science va quand même assez Et, vite. et par vers, tu voulais dire, Eléa, les vers, les petits vers nématodes et non pas le ver VERT. Ah oui, tout à fait. Les petits vers. Donc Donc c'était c'était plantes contre animaux et pas plantes contre autres plantes. exactement. Donc le prix Nobel pour cette découverte, il a été, c'était un prix Nobel de médecine et il a été décerné en 2006. Donc voilà, ce mot-là, ARN interférence, je pense que ça vaut la peine de le retenir parce que c'est finalement donc, comme tu disais, une découverte assez récente et c'est une découverte qui permet du coup d'éteindre sélectivement des gènes. Donc c'est aussi une technique de génie génétique quelque part et c'est ce qui sert d'immunité finalement. C'est une sorte d'immunité pour les plantes puisque c'est comme ça, grâce à ça, qu'elles se défendent contre les virus et on l'a découvert vraiment voilà récemment. Il y a même des équipes maintenant qui étudient la possibilité du coup de faire des sprays avec des molécules d'ARN double brin comme ça qui pourraient du coup rentrer dans les cellules et entraîner la plante entre guillemets à éteindre certains gènes plutôt que d'autres ou alors à se protéger directement contre des virus, un peu comme si on faisait des espèces de vaccins de plantes et que du coup on protégeait les cultures avec. Donc c'est assez rigolo. Voilà. Et si vous voulez un mécanisme détaillé de comment ça fonctionne, avec les étapes, les protéines, etc., j'avais fait un petit fil Twitter à l'époque qu'on mettra en lien dans l'émission, avec plein de petits gifs sur comment ça fonctionne à l'intérieur, parce qu'il y a une équipe qui a modélisé ça en vidéo, et c'est assez impressionnant et assez cool. Voilà. Classe. Ouais. Et pourquoi c'est pas ceux qu'on fait Pourquoi c'est pas ceux qui ont fait qui ont trouvé le mécanisme chez la plante qui ont eu le prix Nobel? Parce que c'est une plante. Alors, en fait, ils ont finalement été associés à la découverte un peu tardivement, mais bon, c'était plus sexy les expériences chez le ver visiblement que les expériences chez le pétunia. D'accord. Devenez chercheur en pétunia, qu'il disait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que Pierre les a posées plus ou moins au fur et à mesure. Du coup, s'il y en a pas d'autres, je propose de passer à Alexa qui va nous parler de comment on fait les rayures. Voilà, c'est ça. On a vu, en fait, on a vu un peu des mécanismes avec Eléa, pas mal pour les plantes. Moi, je vais parler de
comment on peut faire les rayures, comment on forme le patron lui-même rayure, parce que des rayures, en fait, c'est comme un patron, hein, qui peut être, vous pouvez avoir des poids, vous pouvez avoir des rayures, vous pouvez avoir différents motifs, on appelle ça un patron. Et je vais parler de bio-animal, mais en fait, c'est des mécanismes qui existent aussi chez les plantes. Et d'abord, je vais vous poser une question. Quand on pense aux rayures, évidemment, vous pensez aux zèbres, dont vous parlez aussi Topo et Cléora, différents types. Mais à quels autres êtres vivants pensez-vous? Le pétunia. Le pétunia. Les abeilles. Les abeilles. Merci Pierre, tu me fais plaisir. Le poisson zèbre. Le poisson zèbre. Les pipaillons. L'ocapi. Les pipaillons. L'ocapi, Les tout à papillons, fait. non? Ah, les papillons. Ouais, il y a des Les il y a des léburiens. papillons. Les léburiens, Ah oui. effectivement. Donc on a plein, dans ces exemples, on a plein d'animaux différents et plein de types de rayures différentes. Il y en a certaines, comme les zèbres, on a le pelage qui est rayé. Bon, quand on prend le poisson zèbre, c'est la peau qui est rayée. Donc en fait, on se rend compte que avoir un patron de rayures, ça se ressemble. On a des rayures, mais on a des organes différents pour les faire. Et en fait, on peut du coup se demander si toutes ces rayures sont formées par des choses différentes. Est-ce qu'elles se forment de la même façon? On peut le supposer parce qu'en général, en biologie, quand on observe quelque chose qui se ressemble, on peut penser, mais c'est pas toujours, on a les convergences dont on a beaucoup parlé, on peut penser que les choses se forment de la même façon. Et c'est l'observation qu'a fait Alan Turing, dont on a déjà parlé dans l'épisode 399 sur la recette d'un être vivant. Turing regardait, donc était un mathématicien, et qui regardait aussi beaucoup le vivant. Et en observant le vivant, il s'est rendu compte que les patterns, dont font partie les rayures, d'une manière générale, les patrons, se ressemblaient. Et il s'est dit que si on avait des patrons réguliers comme des rayures, ils pouvaient sans doute être décrits par des équations, parce que c'était quand même un mathématicien, donc il pensait en termes d'équations, ce genre de choses, et que s'ils se ressemblaient, s'ils étaient pareils, sans doute les mêmes équations pouvaient les décrire. Et il s'est intéressé à une époque, c'était à une époque où il est parti des mathématiques pour s'intéresser aussi à la morphogénèse chez l'embryon, en fait au développement des organismes, en essayant de voir s'il pouvait appliquer les formules mathématiques qu'il connaissait à l'embryon, au développement embryonnaire. C'est-à-dire, il s'est intéressé à comment l'embryon se développe depuis la fécondation jusqu'à la cellule œuf, depuis la fécondation et la cellule œuf jusqu'à l'organisme adulte, pour comprendre comment ces patrons pouvaient émerger, tous les sortes de patrons, mais en l'occurrence ici, les rayures, et pour essayer de comprendre comment surtout ces patrons non seulement émergeaient, mais se mettaient en place au cours du développement. Comment à partir par exemple d'un embryon vierge de tout patron, on pouvait obtenir un patron. Et il a notamment remarqué, justement, C'est pas un programme de la gauche, ça, vierge de tout patron? Vierge de tout à fait. C'est ouais, la gauche communiste, même anarchiste peut-être. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Regardez Usul, les amis. Donc oui, du coup. Effectivement, donc il s'est rendu compte en observant le développement embryonnaire que vraiment dans quasiment tous les cas, lorsqu'il regardait la mise en place des patrons et des rayures, ces patrons se formaient à partir d'un champ homogène, d'un champ qui était vierge. Si on revient aux zèbres par exemple et à ces rayures, ça signifie que les rayures vont apparaître à partir d'un champ de peau complètement vierge. On aura d'abord rien et puis petit à petit on aura apparition des rayures. Alors, Turing, en regardant ça, s'est dit quel système d'équations pourrait nous permettre de comprendre comment ces patrons émergent à partir de rien, à partir d'un terrain vierge. Et il a intégré dans ses formules mathématiques qu'il a imaginées pour expliquer ça, il a intégré le fait qu'un embryon est aussi formé de cellules qui communiquent entre elles par des molécules. Donc vraiment, pour pouvoir vraiment décrire ces phénomènes, il a non seulement pris en compte le côté purement mathématique, comment on code en fait un patron, mais également le côté biologique, qui est du fait qu'un embryon est fait de cellules, de molécules qui communiquent entre elles, qui étaient un peu les connaissances qu'on avait à l'époque. Et le modèle auquel il est parvenu s'appelle le modèle de réaction-diffusion. Et il décrit notamment la formation de patrons, y compris les rayures, à partir de 2 molécules. Il a considéré que ces 2 molécules, c'était un activateur et un inhibiteur qui, en interagissant entre elles et en diffusant dans les cellules qui constituent un tissu, vont être capables de faire ce patron.
Comment? L'activateur va activer sa propre production, donc on va avoir une boucle d'auto-activation de cet activateur, et il va aussi activer la production de son propre inhibiteur. L'inhibiteur, quant à lui, va inhiber la production de l'activateur et diffuser un peu plus vite au sein des tissus. Alors c'est un petit peu compliqué, je reprends, on a 2 molécules, un activateur, un inhibiteur, qui interagissent selon une interaction finalement assez simple. L'activateur s'autoproduit, produit son inhibiteur qui inhibe lui-même l'activateur. Et à cause de cette réaction et aussi des facteurs de diffusion qui sont pris en compte dans les équations, le tissu au départ vierge, qui va avoir par exemple la même quantité d'activateurs et inhibiteurs, va devenir irrégulier. À certains endroits, l'activateur va devenir beaucoup plus concentré, et à d'autres endroits, ce sera l'inhibiteur. Et donc à partir de ce champ homogène, on va avoir en fait une concentration d'activateurs à un endroit, une concentration d'inhibiteurs à une autre. Si vous pensez au patron des zèbres, des rayures noires et blanches, on peut imaginer que l'activateur va être noir, l'inhibiteur blanc. Et vous pouvez imaginer comment, grâce à ce système finalement simple d'activateurs, d'inhibiteurs et de diffusion, on passe d'un champ complètement vierge à un champ avec des endroits concentrés, noirs, et des endroits inhibés, entre guillemets, blancs. En fait, on peut faire autre chose que des rayures, on peut faire aussi des poids, des taches, etc. Mais pour les rayures, ça marche de la même façon. Est-ce que c'est clair pour le moment? Il y a Pointillé qui demande est-ce qu'il y a une petite manip qu'on peut faire à la maison de chimie pour faire des rayures? Non. Alors, je vais en parler un peu plus loin. Alors, Eléa lève la main. Enfin, pas sur du Turing en tout cas. Mais Oui, non, il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est l'expérience du lait là, où tu mets du colorant alimentaire dans du lait et ensuite tu mets des gouttes de produit vaisselle et du coup la tension de surface change et du coup tu peux faire des cercles comme ça de couleurs qui se répandent dans ton assiette et ça fait des rayures colorées. Ceci étant dit, il y a des simulations qu'on peut avoir sur ordinateur et qui permettent de faire ça sur un navigateur très très facilement avec justement les mêmes paramètres. Alors voilà, en fait, j'ai pas retrouvé celui qui est facile à utiliser de simulateur de Turing. Je comptais en mettre un plus tard dans les notes d'émission. Effectivement, à la maison, on va dire sur un ordinateur, on peut lancer ces équations de Turing, changer les conditions initiales et arriver à différents outputs à la fin. On a des simulateurs qui permettent de faire ça, mais sur ordinateur, pas par exemple à la maison en jouant avec des différents produits chimiques ou même des procédés alimentaires. On reproduira pas ça exactement. Mais gardez en tête l'idée du lait, parce que l'idée du lait, je peux en parler tout de suite d'ailleurs, dans 2 minutes. Donc là, en fait, la beauté et le génie du modèle du Turing résident dans sa simplicité. Quand on pense aux rayures, on en a plein de différentes et c'est finalement un système assez complexe. On n'a pas forcément des rayures qui sont toujours toutes les mêmes, toutes parallèles, etc. On en a qui sont plus larges, plus fines, etc. Et la beauté et le génie du modèle du Turing, c'est que les équations de Turing, quand on modifie finement certains paramètres, on est capable de reproduire cette variation de patron qu'on a avec des rayures larges, des rayures fines, etc. en faisant varier la concentration d'activateurs, la concentration d'inhibiteurs, mais aussi la diffusion entre les différentes molécules. Pour reprendre l'exemple du lait, la diffusion, c'est quoi? La diffusion, c'est par exemple, vous avez un verre de lait et vous mettez dedans une goutte d'encre bleue. Avec ça, tout seul, vous n'allez pas créer un pattern. Vous mettez la goutte d'encre et puis la goutte d'encre, elle va diffuser, on va avoir quelque chose d'homogène. Par contre, si vous rajoutez cette histoire de activateur, inhibiteur par-dessus et vous faites varier la diffusion, c'est là où vous créez des patterns. Parce que vous avez la diffusion qui varie, donc qui va changer là où votre goutte bleue va aller partout, mais vous allez aussi avoir ce système d'activation-inhibition qui va pouvoir concentrer aussi l'encre, par exemple, dans différents endroits. Et ça, c'est évidemment impossible à reproduire chez vous. Et donc le génie. En tout cas, pas avec du lait, avec de l'encre, c'est un peu plus. Pas avec du lait et de l'encre, effectivement. Et donc le génie de ces trucs, de ces patrons de Turing, c'est justement d'intégrer tout ça, ces phénomènes de diffusion et ces phénomènes-là, et à partir des équations originales de Turing, donc qui ont été le papier est sorti en 1954. Turing a pu produire 6 patrons différents, et bien sûr depuis, on a affiné tous ces systèmes et maintenant on réussit à reproduire beaucoup plus de choses. Et je le redis, c'était vraiment très important et fondateur dans le domaine des modèles en biologie, parce que Turing
n'est pas uniquement parti de ses connaissances mathématiques, mais il a vraiment intégré les connaissances biologiques qui allaient avec. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'héritage de Turing autant aujourd'hui, c'est qu'on avait vraiment cette prise en compte de tous les paramètres, qui est indispensable pour décrire les systèmes biologiques. Tu voulais dire un truc, Pierre, ou... Point du tout. Tu me prends dépourvu. Je te voyais, j'ai cru que t'allais. Ok. Alors malheureusement, Alan Turing est mort 200 après ses travaux fondateurs, et n'a jamais pu les voir démontrés en fait expérimentalement. Et ça, en fait, c'est là où on voit le génie aussi, la prédiction de Turing, c'est que ces travaux n'ont été démontrés expérimentalement que des années plus tard, à la fin des années 90, avec des études sur le zebrafish, donc le poisson zèbre, et qui ont pu isoler notamment des facteurs qui pouvaient agir comme activateurs et inhibiteurs au cours de développement, et montrer que les rayures sur le poisson zèbre étaient vraiment liées à une balance dans l'activation des gènes, et même de certaines cellules, quand on va le voir plus tard, qui peuvent jouer le rôle d'activateurs et d'inhibiteurs. Et donc on a identifié ces gènes qui, traduits en protéines, peuvent passer d'une cellule à l'autre, des cellules qui peuvent agir comme inhibiteurs par exemple, et ça a été démontré comment, en suivant l'expression de ces gènes au cours du développement, mais aussi en utilisant des mutants. Si on mute certains gènes chez le zebrafish, on peut se retrouver avec un zebrafish sans rayures, ou au contraire avec des rayures partielles, ou des rayures plus larges, ou des rayures plus petites. Il existe plein de mutants comme ça qui ont permis vraiment de démontrer ces patrons de Turing, que ces patrons de Turing étaient réels. Alors, si les équations de Turing restent correctes pour expliquer ces phénomènes, la nature des molécules, en fait, est bien plus complexe que juste un activateur et un inhibiteur. Je viens de vous parler de gènes et de cellules. Effectivement, on se rend compte dans la réalité, quand on essaye d'appliquer ces équations à la vraie vie de la biologie, c'est pas toujours très très clair ce que c'est qu'un activateur et un inhibiteur. Ça peut être un ligand, ça peut être une protéine, ça peut être même une cellule elle-même. Il y a certaines cellules qui active d'autres cellules et d'autres cellules qui en inhibent d'autres. Donc, comme d'habitude en biologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tous ces phénomènes, quelle que soit la nature de l'activateur et de l'inhibiteur, peuvent être décrits par ces équations. Pour complexifier encore la chose, si la formation des patrons suit les mêmes équations, même s'ils utilisent différents types d'activateurs et d'inhibiteurs, ils ne sont pas tous produits de la même façon. Chez le poisson zèbre, par exemple, comme on en a parlé, c'est les cellules de la peau qui forment le patron. Donc c'est la peau qui va être colorée en noir ou en blanc et former les rayures qu'on voit sur ce poisson zèbre. Si on regarde le zèbre, par contre, non pas le poisson zèbre, le zèbre, le mammifère, ou bien si on regarde les chats et les chiens domestiques ou même les cheetahs, on va pas du tout retrouver le patron sur la peau. La peau, elle est unie, elle est même noire dans le cas des zèbres. Donc du coup, le zèbre est au passage noir avec des rayures blanches et pas l'inverse. Ce qui veut dire que le patron n'est pas réalisé au niveau de la peau, mais il est réalisé au niveau des poils. Donc ici, contrairement au poisson zèbre, le patron, il est sur les poils et pas sur la peau. Pour d'autres espèces... Juste petite précision, pour cheetah, c'est guépard, c'est ça? Oui, putain, pardon. Okay. Oui, guépard. Désolée. Pour d'autres espèces, en revanche, les patrons sont visibles sur la peau et les poils. Pensez aux tigres, par exemple, ou certaines souris tigrées comme la... alors là, si tu me trouves le mot en français, je suis preneuse. African Striped Mouse. La souris... rayée africaine. Zébrée. Voilà. Zébrée d'Afrique, sans doute. Je sais pas si elle a un nom spécial en français. Et chez eux, justement, on retrouve le patron sur la peau et sur les poils. Donc, on a vraiment ce couplage-là. Et d'ailleurs, dans le cas de la African Striped Mouse, la formation du patron et des rayures qui se trouvent sur leur dos a été disséquée hyper précisément d'un point de vue développemental, où on a mis en évidence des patrons de Turing, les gènes clés qui les contrôlent, etc., etc. Alors la question qu'on peut se poser, c'est Turing partout, rayure nulle part, ou rayure partout, Turing partout, ou ce genre de choses. Oui et non, en fait. Si les mécanismes de Turing sont ce qui explique le mieux les patrons rayés, ainsi que d'autres patrons d'ailleurs, comme j'en ai parlé, des taches, des poids, etc., on a aussi d'autres mécanismes qui permettent de générer des rayures. Souvent, en fait, ce qui revient à dire Turing partout quand même, en combinaison avec des patrons de Turing. Si on regarde le plumage des cailles, par exemple, des petits oiseaux, il y a des études très approfondies qui ont mis en évidence l'importance d'un pré-pattern en combinaison au patron de Turing. Donc on a d'abord un pré-pattern qui est totalement indépendant des phénomènes de Turing, qui est juste lié à l'expression des gènes, et par-dessus ça, on va surimposer un Turing,
et c'est la combinaison des deux qui va faire les rayures. On a aussi mis en évidence l'importance de chémotaxie, donc d'attraction de molécules indépendamment des patrons de Turing ou de prolifération cellulaire. Donc ces exemples sont importants parce qu'ils montrent que si les patrons de Turing sont centraux, parfois ils suffisent à expliquer la formation des rayures, mais parfois il faut vraiment, ils sont pas suffisants, et on a aussi intervention de plein d'autres mécanismes cellulaires, la croissance, la division cellulaire, etc., pour réaliser les patrons et leurs variations surtout, qu'on observe chez des êtres vivants. Sur les ailes des papillons, par exemple, on a des rayures qui peuvent être formées par des couleurs structurelles. Donc Topo t'en a déjà parlé, il me semble, de ça, dans un épisode par le passé. Tout à fait. Enfin, c'était pour une vidéo dont on en avait parlé pour le bleu, et c'est surtout une vidéo que j'avais fait pour Paint of Science, Oui. commandée par Eléa sur les morphos. Ouais. Sur les morphos, voilà. Donc on peut avoir des rayures de cette façon-là qui sont pas nécessairement liées à des patrons de Turing. Et enfin, je voulais finir sur un exemple super rigolo qui sont les céphalopodes. Alors les céphalopodes, certains peuvent faire apparaître et disparaître des rayures sur leur corps, donc de façon dynamique, c'est-à-dire que c'est pas des rayures qui sont toujours là comme un zèbre, mais elles apparaissent, elles disparaissent selon certaines conditions. On pense qu'on a un contrôle neuromusculaire de l'apparition des rayures du corps, donc ils peuvent plus ou moins contrôler ce mécanisme. Mais par contre, ici, on pense que c'est pas du tout du coup du patron de Turing, c'est quelque chose qui change au cours du temps, des heures, voilà, de l'envie, on va dire, du céphalopode. Et ça reste assez mystérieux comme mécanisme. On connaît assez peu le mécanisme qui est à l'origine de la formation de ces rayures. Alors, comment conclure cette chronique ? Comme souvent, la biologie est bien complexe, puisqu'on voit que voilà, on peut avoir plein de choses qui interviennent pour faire ces rayures, mais pour une fois, on a quand même une règle via les équations de Turing qui est assez simple et qui explique comment peuvent se former les rayures selon voilà une règle un peu universelle qu'on peut un peu modifier comme souvent en biologie, mais qui nous permet d'expliquer énormément de choses et surtout qui s'intègre de manière très belle dans le développement et la biologie pour former des patrons. Encore les patrons, merde. Moi, j'ai une question un peu plus peut-être générale. Est-ce que ça arrive souvent parce que là, ça donne quasiment l'impression en fait qu'il parle d'une intuition mathématique pour arriver à un raisonnement biologique. Est-ce que ça arrive parce que c'est un truc qui est relativement classique en physique. Est-ce que ça arrive souvent en biologie ? Eh ben, de plus en plus, c'est un domaine qui est en pleine expansion parce que on essaye de plus en plus de faire des modèles pour pouvoir prévoir des choses. Des règles générales en biologie comme ça, il y en a assez peu, parce que finalement la biologie c'est un peu la science des cas particuliers quand même. Mais de plus en plus, il y a une espèce de renouveau de ça, et d'ailleurs Turing ses travaux avaient été un petit peu oubliés jusqu'au milieu des années 90. Ils ont été redécouverts à ce moment-là, quand les gens ont justement réessayé de prévoir des choses et se sont rendus compte que il y avait des choses intéressantes qui avaient été faites. Donc de plus en plus, on a des modèles comme ça en chémotaxie, par exemple. On a des modèles qui se mettent en place pour les réseaux. C'est quoi la chémotaxie, pardon ? C'est le fait que une molécule va attirer une autre, ou qu'on va avoir des cellules, par exemple, qui vont attirer certaines molécules sur d'autres. Et on a aussi tout ce qui est réseau de gènes, par exemple. Tu as énormément de prédictions qui sont faites, notamment au niveau de la robustesse, etc., qui sont moins liées à des observations, mais un peu quand même l'observation du réseau de gènes en lui-même, et d'essayer de voir comment il peut évoluer, comment tu peux le perturber, en fait, et de voir jusqu'à quel point tu peux le perturber, jusqu'à quel point il est robuste, etc. Donc c'est un domaine en pleine expansion, mais c'est dur, et c'est pour ça que je parlais de Turing et de surtout le génie d'avoir intégré ces données biologiques. Moi, je travaille avec des gens qui font de la modélisation justement pour ça, et c'est dur parfois de réussir à bien se parler, de bien se comprendre, c'est-à-dire d'expliquer ce que tu veux décrire au modélisateur, au mathématicien, et lui, le mathématicien, qu'il arrive à vraiment coller aux données biologiques. Donc c'est vraiment une gymnastique à faire qui est très intéressante. Mais comme tu as dit, surtout Alexa, c'est que les travaux de Turing, ils sont restés dans des placards pendant presque 10-20 ans, avant de ressurgir, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pas nécessairement que les esprits étaient pas prêts, c'était surtout qu'on n'avait pas les moyens de vérifier ça, la véracité de ces techniques au cours de l'embryogénèse, etc. Oui, c'est ça, effectivement, c'était des travaux qui étaient précurseurs et fondateurs, et bon, il a fallu attendre d'avoir les techniques pour pouvoir les démontrer.
en perspective, on avait à peine, je crois qu'on n'avait même pas encore compris la structure de l'ADN à l'époque. Donc, Oui, voilà. Alors effectivement, j'ai failli le mentionner ça, la structure de l'ADN. Donc c'est 53. Et là, on est en 52 quand c'est publié. Non, 53 aussi. Mais disons que la notion, on n'avait pas la notion de, enfin, on avait la notion de gène, mais l'idée qu'un gène c'était un morceau d'ADN, par exemple, on l'avait pas. Et c'est pour ça qu'il parle de molécules en fait dans ses travaux. Parce que c'était, voilà, on savait qu'il y avait des tissus, des cellules et des choses qui circulaient entre les cellules, quoi. Mais la notion ouais, du dogme ADN, ARN, protéines et tout ça, c'est plus tard. yes. Est-ce qu'il y avait des questions? Tup. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des questions. On a beaucoup parlé de Turing et de Cumberbatch dans la chatroom. Et qui, bah, pour ceux qui ne voient pas le rapport, allez voir, j'ai oublié le nom du film, La machine de Turing ou... Non, comment il s'appelle? Enigma, non? Enigma? Non. Non, c'est pas Enigma non plus. Ah. Attends, je vais te dire. J'ai un doute. T'as qu'à marquer Cumberbatch. The Imitation Game. Non, voilà, c'est vrai. Qui est du coup un film, donc parce que Turing est aussi un des inventeurs de l'informatique moderne, Oui. et du coup il a développé un des premiers ordinateurs durant la Seconde Guerre mondiale pour développer les codes nazis, et c'est un super film, et je vous encourage à aller le voir, c'est une très belle histoire. Pour Et effectivement, décoder les codes nazis, pas pour les développer. Ah pardon, j'ai dit Décoder, je voulais dire. Oui. Non, et comme dit Pointillé, effectivement, il était homosexuel. Bon, on pourrait en dire beaucoup sur Turing, mais notamment, il a été, avant les travaux que j'ai mentionnés, d'ailleurs, il avait subi une thérapie de castration chimique, d'ailleurs, pour, comme ça se faisait à l'époque, hein, pour guérir de l'homosexualité, en gros. Donc, il avait pris des oestrogènes, il avait eu des problèmes de dépression liés à ça, il disait même qu'il y a des travaux qui montrent qu'il avait prenait en masse au niveau des seins, quoi, à cause de ça. Et finalement, il avait tout arrêté. Il avait pu arrêter cette thérapie castratrice entre guillemets vers la fin de sa vie. Et c'est très discuté. J'en ai pas parlé là parce que c'est discuté chez les biographes. Certains disent qu'il s'est suicidé au cyanure. D'autres que c'est un décès accidentel. Voilà, les biographes sont pas tous au clair sur le fait qu'il se soit suicidé. Ensuite, j'ai pris accidentellement du cyanure. Quel dommage. Non, mais parce qu'en fait, il l'utilisait aussi pour ses expériences. Et si on veut il y a pas une histoire aussi où il aurait mis ça sur une pomme parce que son film préféré c'était Blanche-Neige? Oui, alors il y a l'histoire qu'il a mis ça sur une pomme, il y avait cette symbolique de la pomme et qu'en fait il l'aurait mis dans la pomme. Mais ça a jamais été... En fait, ça a jamais été prouvé, ça, que le cyanure était dans la pomme. Donc, voilà, il y a toute une espèce de légende autour de ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était pas bon d'être homosexuel à cette époque et que, bon, voilà, c'est flippant, ces histoires de thérapie de conversion et tout. Voilà, après, concernant la mort elle-même, le suicide est généralement admis, mais il y a des biographes officiels qui appellent à plus de nuances. Voilà. Je viens de lire sur Wikipédia que le coup de la pomme, une légende tenace est démentie. Il voit l'origine du logo de la firme Apple parce qu'il y aurait eu une pomme à moitié mangée sur sa table de nuit. J'aime beaucoup cette théorie, mais bon, apparemment ça a été démenti. Ah. Très bien. Et bah donc Podcast Science, votre débunker de mythes tous les soirs, voilà. Et bah du coup sur ce, nous allons enchaîner avec Pierre qui après comment les rayures va nous dire pourquoi les rayures. Mais oui, pourquoi les rayures? En effet, c'est une bonne question. Mais d'abord, on va peut-être faire un petit peu de révision. Vous avez été parfaitement attentif à la chronique d'Alexa. Vous allez pouvoir me répondre à la célèbre question suivante. À votre avis, les zèbres sont-ils blancs à rayures noires ou noirs à rayures blanches? La question elle est vite répondue si Alexa l'a juste. Hein. Ouais. Alors, mais c'est pas Alexa qui va répondre. Ah, il y a au moins un qui écoute.
En Ils sont effet, noirs. ils sont noirs à rayures blanches. Bah, en effet, d'allure absurde, cette question n'en est pas moins une légitime considération biologique, parce qu'il y a une réponse correcte et une réponse à rayer. Les zèbres sont noirs à rayures blanches, noir sur blanc on nous ment, blanc sur noir c'est la gloire. Pour s'en convaincre, plusieurs preuves s'offrent à nous, à commencer par l'observation de leur peau. En effet, les zèbres ont un pelage de poils très court, sous lequel se dissimule une peau totalement noire. Et j'ai mis un gif animé tiré d'une vidéo que j'ai trouvée sur The Brain Scoop. Je ne recommande cependant pas le visionnage pour ceux qui ne veulent pas voir de dissection, puisque c'est une dissection de zèbre qui est effectuée et dans lequel il y a la présentatrice qui passe un scalpel sur les poils et on peut voir légèrement justement la peau noire des zèbres juste en dessous. Et de manière très très curieuse, il n'y a pas beaucoup d'images sur Internet de zèbres qu'on aurait rasés pour révéler la peau noire. Donc à toute personne qui travaille, tout vétérinaire qui travaille dans un zoo, si vous avez ce genre de cliché, je suis preneur. D'ailleurs, Tu c'est veux le même tondre phénomène. les zèbres, Topo. Oui, je veux tondre les zèbres, et d'ailleurs, tondre des animaux, c'est ça qui nous avait permis de comprendre dans l'épisode 457 sur ma chronique sur le ver, que les ours polaires avaient aussi la peau noire, alors qu'ils sont totalement blancs de l'extérieur, leurs poils qui, je vous le rappelle, sont transparents, ils ne sont pas blancs, leur donnent une apparence blanchâtre alors qu'ils ont la peau foncée et noire. Rien d'évident au demeurant, parce que comme nous l'a encore une fois révélé Alexa, si on rase la fourrure d'un tigre, cette fois-ci on découvrira bel et bien une peau qui est striée en noir et blanc, comme si la fourrure du tigre dissimulait un zèbre en dessous. C'est très très bizarre. Chez le zèbre, donc le derme accumule déjà de la mélanine pour le rendre obscur, et ensuite, le pelage va développer des zones. Certaines zones vont également accumuler le pigment noir, alors que d'autres en seront dépourvues, et ce sont elles qui vont délimiter des motifs rayés blancs. Donc ils ont un pelage noir et blanc, mais par contre, la peau totalement noire. Ce phénomène est particulièrement évident lorsque l'on tombe sur de très rares zébros, ou zébrons, c'est le nom des bébés zèbres, qui arborent des défauts de mise en place des rayures blanches et qui apparaissent alors comme tachetés de blanc sur fond noir, enfin brun initialement chez les poulains zèbres. Un seul exemple a été observé dans la nature, à vrai dire, un zébron nommé Tira, et qui vivait, ou qui vit d'ailleurs toujours encore, il a été observé en 2019 pour la première fois, dans la réserve du Serengeti au Kenya. Pareil après ou il est resté comme ça toute sa Non, vie? il reste comme ça toute sa vie, et on y reviendra à la toute fin de ma chronique, parce que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour lui, puisqu'on va comprendre progressivement pourquoi les zèbres portent des rayures. Mais En effet, c'est un parce- très bon mutant, pardon, je te coupe, qui montre comment, en modifiant les patrons de Turing, tu peux passer des points aux rayures. Là, c'est Oui, l'exemple parfait, étant donné que il a un peu des points, il me semble, ce petit zébron. c'est ça, il est vraiment tacheté de blanc sur un fond très sombre. Donc Il est dans la chatroom si vous voulez. Ah, tant mieux. Et je ferai des notes d'émission sur mon blog et sur ce podcast Science pour mettre ces images. Il est très très populaire. On le voit aussi sur Instagram, etc. Ça a défrayé la chronique. Alors bon, bien que satisfaisante, la réponse à la question n'assouvit pas complètement notre curiosité concernant ces zébrures. Et une autre interrogation vient vite nous taquiner. Pourquoi donc les zèbres sont-ils rayés ? Et c'est un sujet qui a fasciné et divisé la communauté scientifique depuis au moins 150 ans. Mais les hypothèses se bousculent au portillon. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question, à votre avis, quelles seraient les hypothèses que vous pourriez me fournir pour expliquer que les zèbres ont des rayures ? À quoi ça peut leur servir ? C'est pour hypnotiser les prédateurs et pour qu'ils marchent plus droit en approchant. Ouais, très bien, ça c'est une hypothèse que tu rigoles, mais c'est une des hypothèses qui a été considérée. Pour les insectes, Mhm. résister aux insectes, etc. Ah oui, pour résister aux insectes, en effet, ça en est une autre. Est-ce que vous en avez d'autres ? C'est un signal de pseudo-copulation, comme pour les orchidées. C'est pour attirer d'autres femelles. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors pourquoi Oui, c'est les... ça, mais il y a pas mal d'espèces, non, qui ont des pelages, enfin, ou des choses particulières pour pour attirer des espèces sexuellement. Ouais, mais alors pourquoi les zèbres seraient à la fois mâles et femelles zébrés ? Ah ah.
Parce que les deux sexes sont attirés par les mêmes choses. Ah, Ils ont le voilà, droit donc en d'avoir fait, les mêmes goûts, hein. Pourquoi ce serait Ah non, genré mais du coup, chez non, les mais en fait, c'est une arbres, vraie les question, zèbres? du coup. Ça veut dire que les espèces qui font ça, c'est que une des deux espèces qui l'a, l'autre non. c'est que un des deux sexes qu'il a et l'autre non. C'est souvent c'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. C'est généralement ça. En effet, il y a D'accord. c'est pas obligé, hein. Et parfois il y a pas de dimorphisme sexuel, mais du coup ça a moins tendance à rentrer en jeu pour la parade amoureuse. Si Il n'y a pas paradis des espèces qui redoublent de l'un et l'autre de classe pour s'attirer l'une l'autre, hein. pas que je sache. Non. D'accord. Généralement c'est Dans dédié une course sur un à des l'armement sexes. esthétique. Ouais. Non, il y a pas de compétition intersexes. Généralement c'est un qui se charge de faire la parade à l'autre. D'accord. Bah donc voilà, bon, il y a pas mal d'hypothèses, mais et vous en avez fourni et c'est bien, mais en croire la littérature scientifique sur le sujet, en fait, les rayures des zèbres, ça pourrait leur servir pour certains de camouflage, pour d'autres de perturbation visuelle contre leurs prédateurs, n'est-ce pas, Eléa? D'autres, c'est un signal aposématique, c'est-à-dire pour prévenir du danger qu'encourent les assaillants. De système de refroidissement, ça c'est une autre hypothèse, de signal de reconnaissance entre membres d'un même troupeau, et enfin de moyens de défense contre des mouches suceuses de sang, donc la fameuse hypothèse de moyens de protection contre les insectes. Alors voilà, vous les voyez, ces hypothèses, elles semblent farfelues, mais chaque proposition a été l'objet de rigoureux tests expérimentaux pour discriminer celle qui allait s'avérer correspondre à la réalité. Et vous allez voir que c'est vraiment très très rigoureux. Prenez l'hypothèse de la thermorégulation par exemple, qui s'intéresse à la capacité des zébrures d'offrir une sorte de climatisation externe. Eh bien en 2016, il y a une équipe de recherche qui a investigué le phénomène en drapant des barils de différents pelages d'animaux, des barils avec une peau de vache noire dessus, des barils avec une peau de vache blanche, vache grise et zèbre, et le résultat est sans appel, une peau zébrée refroidit aussi bien qu'une peau grise, moins bien qu'une peau uniformément blanche, bien que mieux qu'une peau noire. Donc voilà, c'est pas du tout un avantage d'avoir une peau zébrée par rapport à une peau grise. Donc ça ne va pas dans la bonne direction. Même rejet d'hypothèse pour l'effet de troubles sensoriels ou de camouflage que pourraient offrir ces motifs rayés. Il y a une autre étude de 2016 qui déterminait que lions et hyènes, qui sont les principaux prédateurs des zèbres, n'étaient pas capables de discriminer les rayures à leur distance usuelle d'approche. En gros, à leur distance usuelle d'approche, ils les voient flous et gris. Donc si c'est ça la vue qu'ont les lions et les hyènes, bah les zébrures ne servent à rien puisqu'elles apparaissent gris, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir. Bah, Je s'ils se sentais peut-être- rapprochent. S'ils se rapprochent, du coup, c'est en plus haute définition. Peut-être que quand ils se rapprochent, ils se disent ah non. Oui, mais du coup, ça ne correspond pas aux techniques d'approche qu'on a vues pour ces espèces de prédateurs qui commencent à courir à une distance particulière, et on a justement caractérisé la vue qu'ils avaient à ces distances-là, et bah, c'est des gros blobs gris, quoi. Donc c'est plus à l'odeur qu'ils les ont traqués que la vision. Ils savent à peu près où aller, mais ils n'ont pas une discrimination suffisante pour pouvoir voir ces rayures et être perturbés à ces endroits-là. Donc, progressivement, la communauté scientifique a raturé une à une chacune de ces hypothèses pour aboutir à celle qui résiste le mieux aux assauts expérimentaux répétés, l'explication antiparasitaire. Alors, quelle drôle de mouches ont piqué les scientifiques, penseront certains auditeurs, et c'est précisément la piste qu'ont suivi certains chercheurs depuis des décennies, celle des mouches hématophages. Il s'agit de diverses mouches microprédatrices qui prélèvent des repas de sang sur de nombreuses victimes, et vous connaissez déjà certainement des mouches de ce genre-là, les tans par exemple, ce sont ces mouches hématophages, les mouches tsetse, les mouches amiases, etc. En plus de leurs douloureuses morsures, ces insectes sont des vecteurs exemplaires pour propager de nombreux parasites et développer des maladies graves comme la trypanosomiase, la peste ou encore la grippe équine. Donc les zèbres sont particulièrement bolossés par ces mouches parce que leur poil en plus est très 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 rudement court.
Alors l'effet hypothétique des zébrures sur ces nuisibles volants a été formalisé dès les années 80 avec le constat que, bien que dotés de fantastiques mirettes à multiples facettes, eh bien la plupart de ces mouches semblent avoir des difficultés à atterrir sur des surfaces striées. L'hypothèse ensuite a gagné en crédibilité lorsqu'en 2014, Tim Caro, un spécialiste des rayures de zèbre, réalisait un parallèle intrigant entre 3 informations. Tout d'abord, l'intensité des zébrures arborées par les espèces, notamment sur les pattes, la répartition géographique des différentes espèces de zèbres et de leurs proches parents, certains ânes, et enfin, celle des principaux vecteurs de parasites, les tans et les mouches tsetse. Et Tim Caro faisait l'observation que les espèces de zèbres aux pattes striées vivaient sur des territoires où cohabitent simultanément des tans et des mouches tsetse. Mais bon, vous connaissez l'adage, faut se méfier, corrélation ne signifie pas relation de cause à effet. Pour parvenir à cette conclusion, Tim Caro a cherché à filmer le comportement de mouches hématophages s'approchant de zèbres. Et après plusieurs essais et de nombreuses analyses statistiques, le résultat suggère que les rayures des zèbres perturbent l'atterrissage des tans. Il semble notamment que les mouches ne décélèrent pas lorsqu'elles approchent une surface striée et vont donc soit manquer leur cible ou carrément s'écraser et rebondir sur la peau de l'animal. Donc ça, ils l'ont enregistré avec des films à grande vitesse et on les voit, c'est complètement ridicule, des mouches qui rebondissent sur les peaux zébrées. Donc si elles étaient sur l'autoroute, bonjour les catastrophes pour prendre une sortie sans ralentir à l'approche d'un zébra sur le bitume. Je dis ça, je sais pas conduire. Voilà. Mais est-ce que cela apporte une véritable protection contre les morsures? Parce que c'est bien beau que les mouches ne sachent pas atterrir, mais est-ce que ça a un effet positif sur justement l'exclusion des mouches hématophages? Eh bien, pour s'en assurer, Tim Caro n'a pas lésiné sur les moyens et il n'a pas hésité à jouer les transformistes. Il s'est tout d'abord vêtu d'une panoplie zébrée pour comparer le nombre de mouches qu'il attirait par rapport à une panoplie de couleurs uniformes, pour constater qu'il récoltait moins de mouches quand il était rayé. Donc il y a des photos merveilleuses où on voit Tim Caro habillé en travesti de la place Clichy et qui se balade comme ça en Tanzanie ou au Kenya en train d'essayer de récolter des mouches sur son corps. Mais il a surtout fait quelque chose de remarquable. Dans une récente étude, il a adapté ce genre d'expérience à des chevaux. En les vêtissant de couvertures uniformément blanches, noires ou zébrées, il a pu constater l'efficacité des rayures pour diminuer drastiquement l'atterrissage des mouches. D'ailleurs, d'autres chercheurs ont fait le rapprochement entre ces résultats chez les équidés et les pratiques de peinture corporelle arborant des rayures chez différentes populations humaines en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Une étude de 2009 a ainsi démontré l'efficacité de ces motifs pour diminuer l'attractivité vis-à-vis des mouches hématophages chez ces populations qui, je vous rappelle, sont humaines. Et cela a même convaincu certains éleveurs de peindre leur bétail pour les grimer en zèbre avec des résultats plutôt encourageants. Sachant que d'autres éleveurs au Botswana ont testé avec succès l'effet de motifs en forme d'yeux qu'ils ont peints sur la croupe de leurs bovins, si d'aventure vous croisez un drôle de zèbre avec des yeux à l'avant et à l'arrière, vous saurez qu'il s'agit d'une vache particulièrement bien protégée. Alors, si je peux rajouter un truc quand même qui me perturbe sur le biais à mettre une couverture sur un cheval, même si elle a des motifs ou pas, il a quand même une couverture, donc il va moins se faire piquer, non? Oui, mais a priori la mouche ne le sait pas. C'est plus pratique pour pouvoir comptabiliser le fait que les mouches s'approchent, sachant qu'ils en ont pas sur les pattes, donc c'est vraiment un motif qui était, qui drapait. Enfin si, ça recouvrait les pattes quand même. Mais oui, on va pas les martyriser ces pauvres chevaux en même temps. c'est dégueulasse. Non, parce que quel est le bénéfice du coup de mettre une couverture par rapport à mettre une couverture zébrée? Est-ce qu'on a testé ça, tu vois? Ah non, mais pour le coup, là, par exemple, les éleveurs qui ont peint leur bétail, c'est directement sur la fourrure de leur animal, donc ça se pratique très bien. Du coup, moi voilà, donc la prochaine fois que vous me verrez en train de me faire un safari, eh bien je porterai un t-shirt zébré, ça c'est sûr. Tu nous enverras des photos. Hein. Bah ouais, en 2029, peut-être, je sais pas quand est-ce qu'on pourra se balader à nouveau dans le monde. Mais du coup, les marinières, est-ce que ça vient de là? Il y a des mouches. Il y a pas mal de temps en Bretagne, c'est pas faux.
Ah, il fait mauvais temps, C'est ça une c'est bonne sûr. question. Surtout des Clément. mauvais temps. Oh là là, dis donc, ça se bouscule au portillon pour la blague. Très bien, les grands esprits se rencontrent, Léa. Et du coup, je vous propose pour cette dernière chronique de passer à la chronique de Clément qui va aussi nous parler de zèbres. Pour parler de rayures en sciences humaines, j'avais aucune idée d'abord de quoi parler. Alors j'ai tapé dans un moteur de recherche rayures, puis psychologie. Et voilà que je tombe sur le zèbre. Ouais, encore lui. Comme l'animal, ouais, sauf que le terme zèbre désigne bel et bien des personnes humaines. En fait, depuis les années 2010 se développe de plus en plus cette notion étrange de zèbre, sur laquelle je ne m'étais pas vraiment encore penché. Parce que d'abord, c'est une notion purement francophone et pas réellement scientifique, et puis, d'un autre côté, ça rajoutait aussi encore un terme flou supplémentaire parmi d'autres en psychologie. Aujourd'hui, alors, pour cette petite chronique, je me suis penché pour vous pour détailler ce qu'on décrit derrière le terme zèbre quand il désigne une personne en psychologie. Je suis un zèbre noir et blanc, je suis un bien étrange enfant, manipulateur à plein temps, de vous je suis vraiment différent. La différence par rapport aux autres. Certainement de là que vient le terme zèbre. Un zèbre, selon le larousse.fr, c'est non seulement l'animal, mais ça peut aussi désigner quelqu'un d'étrange, de bizarre, d'inquiétant ou tout bêtement de différent. Voilà un drôle de zèbre, comme on dit l'expression. Quelqu'un de différent donc, mais différent comment ? Le Larousse a carrément intégré l'année dernière en 2021 parmi ses définitions le terme zèbre appliqué en psychologie. Un zèbre est par définition une personne surdouée. Du coup, j'ai creusé davantage la question, car bon, je croyais au départ que c'était juste un terme qui sortait de nulle part pour désigner certaines personnes. Mais là, c'est carrément écrit dans le dictionnaire. Donc bon, je me dis que ça doit bien vouloir le détour et une chronique tout entière. Un zèbre est donc ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours un surdoué. Dans l'éducation nationale, un EIP, un enfant intellectuellement précoce. Et en psychologie, un HP ou un HPI, un haut potentiel intellectuel. Plein de termes autour desquels nous discuterons d'un point de vue scientifique. Mais pourquoi zèbre, du coup ? Pourquoi inventer un nouveau terme parmi d'autres ? En fait, le terme provient de la psychologue Jeanne Sio-Fachin dans son livre « Trop intelligent pour être heureux » paru en 2008. Pour parler des personnes surdouées, donc. Depuis, on rencontre ce terme partout. Des concernés à la psychologie de comptoir, des livres et interventions des concernés, aux coachs de vie et presque dérives sectaires. Un terme si populaire qu'il est donc aujourd'hui rencontré dans le dictionnaire. La psychologue à l'origine de cette définition du zèbre, donc, Jeanne Sio-Fachin, se justifie sur les médias de cette manière. Alors en fait, si j'ai choisi ce terme, c'était pour m'éloigner de toutes les terminologies très connotées. C'est-à-dire qu'habituellement, on parle d'enfants surdoués, on parle de haut potentiel, on parle de précocité intellectuelle. Au Québec, ils parlent de douance. Alors le zèbre, il a des rayures comme les empreintes digitales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux zèbres qui se ressemblent. Donc chaque zèbre est unique, comme chaque personnalité est unique. Quand il court vite, il a un effet stromboscopique, on ne le voit pas passer. Et puis, c'est le seul équidé que l'homme n'a jamais pu domestiquer. Du point de vue d'un cheval, le zèbre n'est qu'un autre cheval avec d'autres couleurs, avec différentes couleurs. Et du point de vue du zèbre, tout zèbre se reconnaît entre eux. Voilà l'analogie. C'est comme si du point de vue d'un être humain, un surdoué est un humain parmi les autres, car ils se fondent dans la masse, alors que du point de vue d'un surdoué, ils se reconnaissent entre eux. Enfin, des fois, Jeanne Sio-Fachin rajoute que les rayures du zèbre peuvent aussi évoquer la manière dont les surdoués sont griffés par la vie. Griffés par la vie. Car il ne faut pas croire qu'être surdoué est un don et que du coup la vie est bien plus facile. C'est même souvent le contraire. La différence est trop souvent rejetée. Un surdoué est quelqu'un qui est en dehors des normes, en dehors des cadres. Dans les années 90, le romancier Alexandre Jardin utilisait déjà le terme zèbre pour définir les personnes qui raisonnent en dehors du cadre. Et au sein d'une institution normée, il est parfois difficile de laisser sa différence s'exprimer. Je suis l'animal hors de l'enclos, je suis la tâche sur le tableau, le mouton qui ne suit pas le berger, c'est de là que je tire ma fierté. Car oui, l'idée reçue d'un surdoué est quelqu'un de super intelligent, capable de tout faire et qui est sûr de lui au point d'avoir un petit air dominant sur les autres. En réalité, c'est totalement l'inverse. La majorité veulent simplement être comme tout le monde pour pouvoir bien s'intégrer en société. La plupart y arrivent et vivent très bien leur scolarité jusqu'à leur vie adulte en se créant une fausse personnalité.
ce que certains appellent le camouflage ou d'autres le faux self. Je m'explique. Un surdoué ou un zèbre, il ne faut pas le prendre pour un con. Petite parenthèse, je voulais absolument dire cette phrase. Je trouvais ça, drôle, on va dire, qu'on puisse prendre un surdoué pour un con alors que par définition, il l'est moins que la plupart de la population. Il sait bien que pour être accepté dans un groupe ou dans une société, il y a des règles implicites, voire des normes à respecter. Au point que souvent, un zèbre s'imite à être un équidé parmi les autres, qu'il soit âne ou cheval. Il se crée un masque social, une personnalité à jouer, avec un caractère et des remarques socialement acceptées. Des fois, ce jeu d'acteur est tellement présent au quotidien pour lui qu'il en devient difficile d'être authentique, d'être réellement lui-même. Ainsi, tant qu'il n'a pas conscience de ces différences, il va continuer à jouer sa vie, et même si au fond de lui, il ne se sent pas à sa place. Ce conformisme va l'amener à faire des choses qu'il n'a pas envie et le rendre prisonnier. C'est de ça que Tiana, auteure de la chanson « Je suis un zèbre » et du livre de même nom, veut exprimer quand elle chante « manipulateur à plein temps ». Car le surdoué se crée une personnalité jugée normale que tout le monde peut apprécier. Je suis un zèbre noir et blanc, je suis un bien étrange enfant, manipulateur à plein temps, de vous je suis vraiment différent. Ainsi, contrairement à l'idée reçue d'un surdoué mal à l'aise socialement, le surdoué se fond donc très facilement dans le paysage, tel un zèbre qui se confond parmi les équidés. L'intelligence, ce n'est pas marqué en gros sur le visage. Pourtant, ils peuvent exprimer des difficultés, au point de ne pas se réaliser eux-mêmes et de se sentir prisonniers. Comment peut-on alors les déceler pour pouvoir les aider ? C'est de là qu'on va parler de science, de psychologie. Comment peut-on créer un filtre à surdoués ? Savoir où sont les vrais zèbres parmi les équidés ? Je vous vois venir tout de suite, le test de QI. Et c'est en effet un critère nécessaire. Un zèbre, un surdoué ou un haut potentiel, encore une fois, peu importe, ce sont des synonymes, est souvent indicé par un QI au-dessus d'un score de 130. Bon, du coup, faut que je vous parle un peu de ce QI, de ce quotient intellectuel, et quelle valeur il a vraiment. Car bon, c'est juste un nombre, une évaluation à un moment T donné, et pas une mesure avec une règle à changer. À la suite des grands noms de la psychologie expérimentale autour d'Alfred Binet, qui ont initié les prémices d'une évaluation cognitive globale, on doit le QI, le quotient intellectuel, à un certain Lewis Terman en 1916. Le quotient intellectuel. C'est un quotient, une division donc. Et on divise l'âge mental par l'âge biologique et réel de la personne. Par exemple, si j'ai biologiquement ou chronologiquement 15 ans et que mon âge mental est de 15 ans également, eh bien j'aurai un QI de 100. En fait, le quotient, la division, donc 15 divisé par 15 fait 1 et on multiplie par 100, tout simplement. Autre exemple, si mon âge mental est de 15 ans et que mon âge biologique et réel est de 12 ans, alors ce sera au-dessus de 100, avec un QI de 125, et inversement. Et dès que c'est au-dessus de 130, ça peut être un indice d'être en présence d'un zèbre, d'un quelqu'un de surdoué, d'un haut potentiel. Et c'est pour ça que des fois on parle de précocité, ou d'enfants intellectuellement précoces. C'est parce que leur âge mental est en avance par rapport à celui de la moyenne des élèves de son âge. Et ça vient uniquement de là. Car neurologiquement et biologiquement, le développement d'un enfant surdoué n'est pas précoce. C'est juste une autre manière de fonctionner qui lui permet d'avoir accès plus facilement aux apprentissages. Et si tu apprends et comprends plus vite, eh bien tu emmagasines plus rapidement les connaissances que les autres. C'est pour ça que moi non plus, je n'aime pas trop le terme de précocité. En plus, qu'est-ce que ça veut dire à l'âge adulte d'être intellectuellement précoce ? Avoir un âge mental de 45 ans quand j'en ai 30, est-ce que ça a réellement un sens ? On parle souvent d'enfants intellectuellement précoces, mais qu'en est-il quand ils deviennent adultes ? Ils sont toujours autant surdoués qu'avant, mais ça devient bizarre de parler de précocité à un âge avancé. Et même le mot surdoué est connoté, car c'est comme dire que les personnes surdouées avaient quelque chose en plus. Surdoué, comme un don, comme un cerveau en plus. Sauf que c'est pas le cas. Être surdoué, ce n'est pas avoir un cerveau ou des neurones en plus. C'est d'avoir une autre connectivité, un réseau neuronal plus varié. C'est comme la mémoire, comme je l'évoquais dans mon dernier dossier. Mais où est donc ma mémoire ? Attention, je vais m'autociter. Là, pardon. Ça, c'est juste des zèbres de la savane. C'est pas des zèbres humains, ceux de compagnie. Bon, je reprends. Je m'autocite. On ne crée pas de neurones.
Non, on crée de nouvelles connexions. La mémoire, comme de nombreuses choses en psychologie, est une question de réseau neuronal, pas une question de quantité de neurones. C'est pour ça que j'ai appelé mon dossier « Mais oui, donc, ma mémoire ». La mémoire, c'est pas un lieu où on entasse des choses, non. La mémoire, ce sont des conjonctions de coordination, des « mais où est donc cornicard » entre plusieurs neurones. L'intelligence, c'est pareil. Ce n'est pas avoir des neurones en plus, c'est avoir un meilleur réseau neuronal. C'est un peu aussi ça que Jeanne Siofachin évoque quand elle différencie une intelligence quantitative et une intelligence qualitative. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic sur quelque chose qui pourrait signifier une intelligence quantitativement supérieure, mais vraiment une façon d'être intelligent qualitativement singulière. Entre autres, ce sont des enfants qui ont une pensée qui est en arborescence, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point de départ. Une première idée va générer une deuxième idée qui elle-même va générer de nouvelles hypothèses, qui elle-même va générer de nouvelles questions. Donc avec une pensée comme ça qui est toujours en marche, donc vraiment qui se déploie un peu sans limite et qui les conduit à être en permanence dans une très grande réceptivité au niveau de l'environnement. En termes scientifiques, on parle d'intelligence cristallisée pour la quantité d'informations stockées, les connaissances, donc quelque chose de quantitatif. Et d'autre part, d'intelligence fluide pour cette intelligence dite qualitative qui est davantage la manière de fonctionner, les réseaux, les processus, la fluidité, le raisonnement. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça la définition d'une intelligence. Une intelligence fluide dans la manière de fonctionner. Bien qu'il y ait des fois des questions de culture générale dans une batterie de tests de QI, en psychologie, on tend petit à petit vers un consensus, comme quoi l'intelligence se définirait principalement par sa fluidité, donc. Une vision constructiviste de l'intelligence qui se définit comme un processus adaptatif, un processus d'adaptation pour équilibrer d'une part ses connaissances internes par rapport à d'autre part les demandes extérieures de l'environnement. Par exemple, si je migre vers un pays qui parle une autre langue, je vais devoir m'adapter à ce nouvel environnement en apprenant cette langue, et donc en accumulant de nouvelles connaissances. Encore une fois, il faut voir l'intelligence comme un processus d'adaptation. Jacques Lautret, enseignant-chercheur en psychologie à Paris Descartes, définit très clairement l'intelligence comme la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Je ne sais pas vous, mais pour un terme aussi flou que l'intelligence, je n'ai pas trouvé plus clair. L'intelligence est la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Alors du coup, comment on évalue ça ? Dit autrement, vulgairement, comment on mesure l'âge mental d'un QI ? C'est même devenu de nos jours un axiome de base. Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose. Et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça vous aura pas fait de mal. Dans le plus célèbre des tests, celui de Wechsler, le quotient intellectuel est subdivisé en 4 sous-catégories, qui rappellent un peu cette volonté de vouloir évaluer la fluidité de raisonnement, entre d'une part la compréhension langagière, deuxièmement le raisonnement perceptif, troisièmement la mémoire de travail, et quatrièmement la vitesse de traitement de l'information. Cette dernière, la vitesse de traitement de l'information, est d'ailleurs significativement plus rapide chez les zèbres, d'où la référence à l'effet stroboscopique que la psychologue évoquait plus tôt. De tous ces tests neuropsychologiques, on en tire un score global, qui correspond à un surdoué s'il est au-dessus de 130 donc. Pour les matheux qui aiment bien la courbe gaussienne, depuis la moyenne de 100, le score de 130 est environ à 2 écarts types. Donc les personnes ayant un score au-dessus de 130 représentent alors 2% de la population. Ce nombre, ce QI, ce quotient, est toutefois à relativiser et est critiquable, et est loin d'être une mesure parfaite. Ça reste qu'une évaluation, un indicateur, un indice. Par exemple, j'ai rapidement évoqué que le QI était un score global de 4 sous-catégories. Ces mêmes sous-catégories peuvent avoir des résultats différents pour obtenir le même score global de 130. C'est comme si j'essayais d'obtenir 16 en additionnant. 16. Je peux faire 4 plus 4 plus 4 plus 4, mais aussi 5 plus 5 plus 3 plus 3, ou encore 9 plus 2 plus 2 plus 3. Avec des résultats différents dans les sous-catégories, je peux avoir le même score de QI. Avec différentes additions, je peux additionner la même chose pour obtenir 16. C'est ce qu'on remarque chez les surdoués. Il n'y a pas
un qui est similaire à l'autre, malgré leur score global similaire. Dit autrement, les compétences intellectuelles des surdoués sont complètement hétérogènes. Certains auront des gros scores en raisonnement perceptif, alors que d'autres auront des gros scores en compréhension langagière, par exemple. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. It's E, dear. A, B, C, D, E. E. I know. A, B, C, D. A, B, C, D. Autre critique vis-à-vis du score du QI, pour bien vous faire sentir que ce n'est qu'un nombre parmi d'autres, une évaluation, un indicateur qui n'a pas tant de valeur que ça reste qu'un score à un moment T donné. Une évaluation statique et isolée. En quoi une seule évaluation, à un moment donné, peut mesurer tout un tas de processus dynamiques concernant l'intelligence ? Je m'explique. Ou plutôt, reprenons la définition de l'intelligence. L'intelligence, selon Lautrey, est la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Ma question est alors la suivante. En quoi un test de QI à un moment T donné peut rendre compte de l'intelligence si l'intelligence est une capacité d'adaptation qui s'étale sur la durée, sur le temps ? Ne vaudrait-il pas mieux évaluer la capacité d'adaptation et d'apprentissage au cours du temps ? Eh bien, cette manière d'évaluer les performances durant un apprentissage au cours du temps, c'est ce qu'on appelle en psychologie une évaluation dynamique. Basiquement, elle se passe en 3 temps. On a un pré-test pour évaluer ce que la personne sait déjà sur un domaine, et puis un post-test pour évaluer ce que la personne a appris après une phase d'apprentissage. Et vous savez quoi ? Ce qu'on évalue à ce moment-là, on n'appelle pas plus ça un QI, mais un potentiel d'apprentissage. Le mot potentiel est ici très important. C'est celui qu'on utilise aussi pour décrire les zèbres et surdoués. Une personne à haut potentiel intellectuel. Et selon moi, c'est un terme qui remplit parfaitement son rôle pour mieux décrire scientifiquement les zèbres. Un zèbre n'est ni un précoce, ni un surdoué avec quelque chose en plus. C'est une personne à haut potentiel intellectuel en conséquence de son fonctionnement neuronal différent. Et chez ces dites personnes, les gains en apprentissage sont significativement plus grands. Et ça, d'ailleurs, peu importe le domaine. Car, en effet, on parle d'un domaine purement cognitif, comme apprendre un raisonnement en mathématiques, un raisonnement de perception visuelle, ou une nouvelle langue étrangère à apprendre. Mais ça peut tout à fait être apprendre d'autres domaines, plus sociaux ou émotionnels, voire en engageant le corps en entier, comme la musique ou le sport. Détecter un haut potentiel intellectuel chez une personne grâce au test neuropsychologique est un bel indice pour confirmer la présence d'un zèbre parmi les équidés. Mais, encore une fois, toujours en psychologie, c'est évidemment pas suffisant. Des entretiens sont nécessaires. Comme l'âge mental est plus élevé par rapport à ceux de son âge, on doit, par exemple, retrouver dans son discours un certain sentiment d'être décalé par rapport aux autres, voire même de se sentir comme un extraterrestre, si on veut. Des entretiens aussi avec ses proches, que ce soit la famille, les collègues ou les professeurs d'école en fonction de l'âge, sont d'une grande aide également. Car les zèbres ont beau être tous uniques avec des rayures différentes comparées aux autres équidés, toutes ces rayures sont aussi les caractéristiques qui les rassemblent. C'est un peu pareil dans la réalité. Chaque surdoué est différent et unique, mais tous partagent quelques caractéristiques communes. Je me pose beaucoup trop de questions. La fin du monde et sa création. Continuellement en réflexion, mes pensées tournent sous la pression. Tout d'abord, première caractéristique, je vais prendre un exemple, ils ont un raisonnement rapide, atypique, se réalisant comme un éventail exponentiel. Et dit vulgairement, c'est comme si on disait qu'une idée en provoque 2. Et puis ces 2 mêmes idées en provoquent elles-mêmes 2. Et chacune, ainsi de suite, en provoque 2. Donc ça évolue de manière exponentielle. Posant alors des questions, alors de plus en plus basiques sur la question donnée au départ, jusqu'à des questionnements existentiels de toutes parts. Et ça, c'est pas juste pour une résolution de problème à un moment donné. Ça, c'est au quotidien. À la moindre résolution de problème, ou au moindre truc qui nous fait penser à quelque chose, c'est une machine infernale, un brouhaha, un tsunami incessant d'idées qui traverse l'esprit de la personne concernée, qui peut facilement rendre anxieux, voire dépressif. Autre caractéristique commune, comme la personne à haut potentiel a un cerveau énormément connecté qui fonctionne davantage en éventail, comme je l'ai dit, en parallèle et pas seulement séquentiel, les surdoués sont souvent hypersensibles à leurs émotions et à l'environnement.
Ce sont littéralement des éponges à stimuli. Leurs ressentis sont donc souvent dans l'extrême. Le moindre problème évoqué lors des actualités les touche profondément et personnellement. J'ai la télévision, les 2 chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux. D'autres caractéristiques communes me font poser la question du rapprochement avec l'autisme, comme par exemple des intérêts des fois très localisés à un domaine précis et une motivation très marquée au point d'y passer plusieurs journées à faire le tour d'un même thème donné. Ou à l'inverse, d'être complètement démotivé sur ce qu'il fait parce qu'il sent que ça n'a aucun sens pour lui. En fait, avec une personne à haut potentiel, souvent, tout est dans l'excès exponentiel, encore une fois. Une autre caractéristique, souvent commune aux autistes, dans sa compréhension, la personne à haut potentiel prend souvent tout au pied de la lettre, sans implicite ni second degré. Exemple personnel, si je suis à côté de la fenêtre et que quelqu'un se plaint qu'il fait trop chaud dans la pièce, je ne vais jamais avoir l'idée d'ouvrir la fenêtre, car il ne le demande pas explicitement. Vous voyez ? Autre exemple caricatural, très caricatural, si quelqu'un me dit de prendre la porte, je suis pas loin de littéralement prendre la porte et de sortir avec. Bon, c'est caricatural. Donc parmi les troubles du spectre autistique, il y a aussi le type Asperger, qui mélange justement autisme et haut potentiel intellectuel. Et si finalement toute personne à haut potentiel était autiste ? Et si finalement nos cases psychologiques préétablies n'étaient pas encore assez précises ? Car je le rappelle, il y a une énorme hétérogénéité parmi les surdoués. Autisme, surdoué, haut potentiel. Peut-être devrait-on se limiter à un terme encore plus vague, être neuroatypique. C'est-à-dire avoir un cerveau câblé différemment par rapport à un cerveau moyen humain. D'autant plus qu'il pourrait y figurer aussi tous les 10, les fameux troubles des apprentissages comme la dyslexie, dyscalculie, etc. Parfois des handicaps qui sont d'ailleurs associés à la personne à haut potentiel. Bref, je vais laisser ma réflexion en suspens, en guise d'ouverture, car tout ce qui touche à l'autisme, le haut potentiel intellectuel et le neuroatypisme me touche également personnellement. Je suis en effet diagnostiqué autiste et suspecté à haut potentiel. D'ailleurs, on parle de diagnostic, mais ce n'est pas une maladie, c'est une manière de fonctionner qui est différente. À la limite, on peut parler de handicap si la personne a du mal à s'intégrer en société, mais pas de maladie. Être haut potentiel, être autiste ou être zèbre, on ne l'attrape pas, on est né comme ça. La valeur génétique des neuroatypiques est d'ailleurs un élément qui aujourd'hui qui n'est plus discuté scientifiquement. Reste juste à savoir si la personne neuroatypique est bien accompagnée ou laissée seule dans sa différence dans un coin, isolé parmi les équidés. Je suis celui qu'on dit surdoué, je suis celui qu'on a mal nommé. Esprit perdu dans un dédale, petit zèbre pris pour un cheval. Eh ben, ça c'est du sujet ça. Et Léa, est-ce que tu as un commentaire sur la chanson ? Non, je disais juste que c'était pas très juste, mais voilà. Tu la C'est très trouves pas créatif. HPM au potentiel musical? Je sais pas, ça se diagnostique aussi, ça, non? Merci Cléora, c'était bien. Alors Yes, j'avais des merci. questions sur le moment, mais alors attends, faut que je me rappelle parce que je les ai pas notées. Oui, pardon. Mais en fait, ce que je me disais en fait plusieurs fois, mais en fait on passe continuellement en fait de l'un à l'autre. Tu rentres pas dans une catégorie un jour en fait. Enfin donc il y a des gens qui sont vaguement au potentiel. Ouais. Et... Non. Si, c'est une courbe de Gauss, c'est une loi normale. C'est une loi normale, donc avec la moyenne qui est à 100 en QI par exemple. Et petit à petit, la courbe s'étale au plus bas du zéro, quoi. Et c'est pour ça que du coup, j'imagine, ça doit être compliqué à diagnostiquer aussi, parce qu'il doit y avoir des personnes qui sont pas mal. Enfin, au final, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont à la limite que de personnes qui le sont vraiment, parce que c'est continu, quoi. Ouais.
Enfin, j'en sais rien. C'est aussi difficile à diagnostiquer, enfin à remarquer parce qu'ils se fondent bien aussi dans la société. Quand c'est au-dessus de 130, mais quand c'est en dessous de 70 par exemple, là on sent bien le handicap par rapport à la normalité. Ok, d'accord. Ouais, j'avais une question plus liée au terme en fait, parce que neuroatypique c'est un truc qu'on entend de plus en plus là récemment. Ouais. Du coup, je sais plus si tu le précises, mais est-ce que, enfin, quelqu'un a proposé ça comme ça un jour dans un bouquin, ou est-ce que c'est un truc qui a J'en sais eu rien, une ça vient sorte de consensus? J'en sais rien, Parce ça que vient d'où, je t'avoue. ça couvre tellement de trucs, Ouais. j'ai l'impression, dans les descriptions. C'est-à-dire que à partir du moment où tu réfléchis pas normalement, mais alors tu te poses la question de c'est quoi la norme, tu vois, parce que les troubles de l'attention, ça rentre dedans, l'autisme, ça rentre dedans, toutes les dyslexies rentrent dedans. Du coup, tu te dis presque ça concerne quasiment tout le monde, parce qu'on a tous un peu des problèmes sur certains aspects et moins de Alors, problèmes sur d'autres. en fait, aux États-Unis, ça pour le coup, parce que nous maintenant, quand on recrute n'importe qui, donc on doit prendre en compte le genre, l'orientation sexuelle, mais aussi si t'es neuroatypique ou pas, c'est considéré comme minorité. Et effectivement, ça regroupe aux États-Unis encore, et je pense que ça vient de là, que en fait, c'est si t'as une sorte de, c'est tout ce qui est entre guillemets un problème du coup neurologique ou cognitif qui peut être une source de handicap. Et au potentiel, c'est considéré aussi comme ça, parce que comme l'a bien expliqué Cléora, ça peut poser des problèmes tu vois, dans l'insertion dans la société, au travail, etc., etc. Donc ça concerne forcément une situation dans laquelle ça représente un handicap ou une difficulté. Bah, en fait, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu peux quand même fonctionner différemment, genre être au potentiel ou etc., et sans être diagnostiqué ou quoi que ce soit. Donc il se considérait même pas lui-même neuroatypique, se considérait différent, c'est tout quoi. C'est Parce vrai. que je regardais les statistiques, voir si, enfin, il y en a qui disent comme ça sur des blogs que c'est 15% de gens qui sont neuroatypiques, mais du coup, souvent ils disent que ça regroupe aussi l'hypersensibilité, les gens qui ont des pensées complexes, mais alors, enfin, je m'interroge jusqu'où ça s'arrête en fait, jusqu'où ça couvre ce mot. Ouais, bah c'est tout ce qui est câblé différemment au niveau neuronal et qu'on peut le montrer. En gros, c'est des pathologies neurologiques neuropsychologiques en fait. Enfin, je dis pathologie, mais par rapport à un cerveau moyen humain. C'est une manière de fonctionner différemment, quoi. Et mais voilà, bon, moi je suis pas du tout du domaine, alors ça va peut-être choquer des gens la façon dont je le dis, mais j'en suis limite à penser qu'il y a une façon de penser différente dans chaque individu, quoi. Alors je sais pas si c'est c'est plus un ressenti qu'un fait scientifique, et je sais pas à quel point on peut dire que il y a un fonctionnement normal et un fonctionnement anormal pour les gens. C'est juste que il y a des proportions de choses qu'on fait de telle ou telle manière, mais le curseur sur la grande manette du cerveau, il est placé différemment dans la table de mixage de chacun, quoi. Ouais, c'est encore des grandes questions. Par exemple, sur Twitter, on a eu, il y a pas longtemps, la question de subvocalisation. Est-ce que quand tu lis, tu répètes ta propre voix, en fait, dans ta tête ou pas? Ou alors c'est que des systèmes visuels, que des images que tu as en tête. Ça encore, c'est des différences interindividuelles qu'on étudie encore en psychologie. Ouais. Après, tu vois, par exemple, sur ADHD, moi j'ai un ami là qui, c'est ça? ouais, en français c'est TDAH, je crois. TDAH, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est la même chose que ce que tu disais Cléora. En fait, c'est une sorte de continuum, mais tu auras quand même un seuil assez clair où ça où ça vraiment va impacter ta vie de tous les jours, quoi. Et on pense que t'en as de plus en plus aujourd'hui parce que tout ce qui est réseaux sociaux, smartphones et tout, où en fait ton attention elle switch en permanence, ça amplifie encore plus. Chez les gens qui ont des troubles de l'attention, c'est encore pire. Et ici aux States, t'as
de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués et tout ça, et les médecins, parce que justement, j'en ai discuté avec ma médecin parce qu'elle pensait que j'avais ce genre de truc. Et en fait, t'as vraiment un seuil quand même à partir du moment où tu décides que ça. En fait, c'est plutôt à quel point ça impacte ta vie et ton travail. Et par exemple, aux States, ils te donnent des médicaments ou pas en fonction, genre de la Ritaline, des trucs comme ça, chez les adultes aussi, en fonction d'à quel point ça impacte ta vie et ton insertion dans la société en fait. Et voilà. Ouais. Bah, c'est toujours ça en psychologie. Hein. C'est souvent le trait est toujours là. Peu importe ce que c'est, est toujours là dans parmi la personne normale. Mais après, tout ce qui est une question d'intensité en fait. Et si c'est trop intense, et ben ça devient une pathologie. Par exemple, les idées noires, des fois on en a un peu tous les jours, on a des petites déprimes ici et là. Et si c'est trop intense sur la durée, ça devient une dépression, etc. Quoi. C'est toujours ça en psychologie, ouais. C'est la question d'intensité souvent. Mais est-ce que ces caractéristiques-là, ça m'évoque en fait des caractéristiques qui souvent sont très très utiles pour décrire un tout petit peu une population, beaucoup moins utiles quand on veut décrire justement des individus pour lesquels systématiquement tu vas te retrouver avec des cas particuliers, des spécificités, ah oui d'accord, cet individu sur sur telle ou telle métrique, je devrais le ranger là-dedans, mais comme cet individu a des spécificités particulières, ça ne se manifeste pas comme un autre qu'on a mis dans exactement la même catégorie, avec, je sais pas moi, le quotient intellectuel, ou ça peut être des valeurs totalement différentes, tu vois, genre des trucs physiologiques, genre l'IMC et tout. Est-ce que ce serait la même chose pour la classification neuroatypique, ou au contraire, quand même, ça a une valeur plus importante individuellement? Neuroatypique, c'est quand même un terme qui regroupe beaucoup de trucs. Hein. C'est très très vague. Hein. Si c'est juste pour le mot neuroatypique. Mais souvent, se comprendre, comme tu dis, des groupes de population, par exemple, qui ont des pathologies ou des trucs très intenses, ça permet d'étudier. Quand on les étudie, ça permet d'étudier aussi comment ça marche dans le cerveau normal, en fait. Comme c'est en surintensité chez la pathologie. Donc ça permet d'étudier des processus différents en fonction de la pathologie et remettre tout ça en ordre pour le cerveau normal. Et ouais. Mais c'est pareil pour le niveau de classification entre syndrome d'Asperger, donc l'autisme d'autisme Asperger, qui a en plus un haut potentiel. Et moi je trouve ça assez flou en fait, la différence entre les deux, quoi, entre vraiment quelqu'un qui est dit haut potentiel et quelqu'un qui est dit autisme de type Asperger. Je trouve, enfin voilà. Il y a pas beaucoup de réponses comme ça qui est fournie par les personnes qui font les diagnostics, c'est ça? Mais en fait, souvent ça dépend du parcours de diagnostic, c'est souvent ça. Ah oui, d'accord. C'est le premier truc que tu trouves et et souvent c'est le médecin qui va te dire, bah voilà, c'est ça d'abord, puis après après tu as eu une dépression, après tu as eu enfin voilà. Souvent c'est ce qu'on appelle les comorbidités, après savoir qui est la cause de tout, quoi. Et ça en psychologie c'est très très le bordel. Est-ce que c'est comme les DSM où t'as des scores, où t'as des fiches de scores, et si à partir du moment où tu titres des caractéristiques, un certain nombre, t'es considéré comme probable d'avoir ça, ou alors le DSM, je le répète, enfin je le dis là, c'est le manuel qui rappelle, c'est le dictionnaire en fait des troubles mentaux, on va dire ça comme ça. Et oui, donc en fonction de si tu coches tous les critères ou pas, un certain nombre de critères à chaque maladie, c'est-à-dire que oui, tu l'as ou pas, en gros. Ouais, c'est ça. Mais le neuroatypisme, c'est pas une pathologie ni quoi que ce soit, hein, c'est juste un terme assez vague comme ça pour parler des troubles neuropsychologiques. Très bien. Eh ben merci, c'était complet. Yes. Ça manquait de physique quand même. Non, je trouve pas. Il n'y avait pas beaucoup de maths, de Turing oui, et tout. J'ai pas eu le temps, c'est bon. Je voulais presque parler des effets de moirage là, avec les raies qui se déforment là avec la lumière. Je sais pas trop comment ça marche. Je me suis dit je vais rentrer là-dedans si Johan il fait pas de physique, mais c'est quand même mieux si c'est toi qui le fais, quoi.
Je reviendrai la semaine prochaine. Et puis Super. voilà. Enfin, la fois prochaine, pas la semaine prochaine. Voilà. Du coup, je vous propose la citation de l'émission. Je n'ai pas, je crois, vu de citation de l'émission. Ah non. Du coup, j'en ai T'en as trouvé trouvé une une. de moi. Merci. Voilà. Et donc, c'est un proverbe Maasai du Kenya. La pluie mouille le zèbre, mais n'efface pas ses rayures. J'en ai vu une qui était similaire et qui disait Ouais. le zèbre n'a pas une ombre qui est elle-même zébrée. Oui, Ah. c'est le deuxième quand tu tapes citation rayure. C'est la deuxième qui apparaît. Du coup, un instant philosophie, qu'est-ce que nous évoque cette phrase? C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est ça? Moi, je le voyais. Alors, sur l'ombre, je sais pas. Sur le proverbe Maasai, je le vois un peu comme dire que tu peux essayer de changer, mais ta nature profonde ne changera pas. C'est Non, beau. je ne... C'est Bah pas mal, moi c'est je pas- vois, c'est juste qu'ils ont fait des tests sur des surfaces, voilà. Ça montre que le Résultat de zèbre, papier scientifique. voilà, le zèbre n'est pas hydrophobe. Par contre, il a probablement un vernis. Bon, Et du coup, nous saurons maintenant que oui, le rasoir tond le zèbre et efface ses rayures. Voilà, proverbe Maasai aussi. Quand tu disséques un zèbre, tu vois sa peau noire. Voilà, très bien. Et bah donc la semaine prochaine, nous revenons avec les météorites. C'est l'heure de tirer un trait sur cette émission. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos impressions, des idées de sujets ou même nous proposer votre aide, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, que servir la science soit votre joie.